Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 32. Rendez-vous avec la mort. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros, numéro 32. À mes côtés comme toujours, Fred. Salut Xavier et salut à tous nos éditeurs, bienvenue pour ce 32e épisode. Je voulais nous lancer en fait sur le fait que c'est l'été, et bien sûr l'été qu'est-ce qu'il y a au cinéma ? Les films de super-héros, mais en fait ça s'est calmé là ces temps-ci. Il n'y a plus de blockbuster Marvel l'été, tiens. Ouais, on a un été un peu plus calme, c'est vrai que les derniers qu'on a eus c'est Civil War. Ouais, c'est tout. Ouais, ça s'est vraiment calmé. Alors pourquoi on évoque tout cela ? Pourquoi on évoque ces films de super-héros l'été ? Bon, bien sûr parce que c'est la saison, mais aussi parce qu'aujourd'hui nous allons discuter de... Rendez-vous avec la MORT, rendez-vous avec la mort. Exactement, donc le fameux livre dont vous êtes le héros, Défi fantastique, basé sur le thème des super-héros. Fred, donc ouais, ça va faire vraiment plaisir, on change un petit peu de la voix du ninja et on va reprendre un petit défi fantastique. Ouais, sinon, juste petit aparté sur Rendez-vous avec la mort, moi c'est un des bouquins auquel j'ai joué quand j'étais jeune, et donc il y a un côté nostalgique avec celui-ci. Et on en parlait un peu plus tôt, Fred, mais ce livre, c'est aussi l'une des raisons qui t'a un peu calmé sur les livres dont vous êtes les héros, l'expérience était intéressante. J'essaie de me souvenir les livres dont vous êtes les héros que j'avais fait La Cité des voleurs, je me suis souvenu. J'en ai fait un deuxième, nom m'échappe, où c'est une créature qui sort d'un marais, là, c'est pas un défi fantastique, c'est une autre collection. Le marais des scorpions, La Cité des voleurs. Non, La Cité des voleurs... Pardon, je confonds, je veux dire La Cité des pièges. Ouais, c'est ça, La Cité des pièges que j'avais fait, exactement. En fait, tu as lu l'une des plus grandes sagas des livres dont vous êtes le héros, qui est donc la collection Sorcellerie. Écrit par Steve Jackson, bien sûr, les collines maléfiques, la cité des pièges, les 7 serpents et la couronne des rois. Et Fred, c'est ma saga préférée de tous les livres. C'est une saga magnifique qui est aussi adaptée en anglais, en adaptation numérique, tablette ou ordinateur par Inkle. Très grand succès, une très belle histoire et surtout avec les illustrations de John Blanche. Qui c'est John Blanche ? C'est un peu l'illustrateur de base de Warhammer 40 000. De Warhammer 40 000. C'est lui qui a créé tout l'univers visuel pratiquement. Et c'est ça, l'identification des Eldar par exemple. Ou même les crânes volants pour l'Imperium, le côté gothique crade, tout ça là, un peu steampunk, pas steampunk, mais avec tous leurs trucs à vapeur, leurs grosses excroissances dégueu là. Ouais, il a tout, les orques, il a tout le style, les hautes elfes, les elfes, il a laissé son empreinte pendant longtemps, John Blanche, c'est clair. Je trouve qu'elle est toujours présente, hein, quand tu regardes les couronnes des Eldar, tu sais, les sortes de masques qu'ils ont en longueur, ou même c'est aussi le côté qu'il a ajouté aux Space Marines. Certains avaient des casques comme les docteurs de la plaie, tu sais, ces sortes de becs de corbeau. Ouais, les casques corps vides, ils appellent ça. Exactement, ouais. Donc voilà, John Blanche. Bon, je sais, on s'écarte du sujet, mais ça fait toujours plaisir de parler de tout ce qui est l'univers des livres dont vous êtes le héros. Pour la peine, Fred, je crois que ça va te faire plaisir, et puis pour des éditeurs aussi. Sur la page web pour ce numéro, j'ai trouvé une photo de John Blanche dans le studio d'illustration de Games Workshop, en train de travailler avec l'équipe et en train justement d'illustrer une des images les plus iconiques de Warhammer 40 000. Ah c'est cool. Et tu as John Blanche en manteau jean à l'époque, tu sais, on est au début des années 80, avec son aérographe justement en train de peindre sur son stade. Et juste à côté, c'est marrant, on a des mecs, j'ai oublié leur nom. Heavy Metal. Heavy Metal. Ils sont juste à côté de John Blanche, justement, avec leur scalpel en train de préparer les figurines et les peindre. Ils faisaient des sacrées conversions de figurines, et ils faisaient des trucs uniques, ouais. Petite introduction à part ça, Fred, du courrier des lecteurs. On a eu des nouvelles de Fabien. Il a repris le travail, tout se passe bien, et donc voilà, écoute, on voulait te dire salut Fabien. Fabien aussi qui est notre écrivain pour le précédent épisode, Shadowgate. Donc voilà, on est très heureux, et puis Fabien, on se dit à très bientôt. Très bientôt Fabien, et merci pour tout le boulot. Porte-toi bien. En effet, merci encore pour tout le travail, porte-toi bien, et à très bientôt pour un nouvel épisode qui arrivera cette saison, cette année, sur un autre sujet de pop culture.
Surprise. Alors Fred, discutons du livre Rendez-vous avec la mort, qui est la traduction française de son titre original Appointment with Fear, ou Fear plus rapidement. Sa première publication fut en 1985, éditée par Puffin Books, puis par Wizard en 2005. Et puis après cela, suivi par l'adaptation numérique en jeu de tablette PC par Tin Man Games en 2014. Sa réception publique fut bien positive, et ce qui fut intéressant, c'est son échange justement des points de vie et des pièces d'or pour le système des indices et les points de héroïsme. Alors l'illustrateur Declin Considine, donc qui a illustré Rendez-vous avec la MORT, on trouve peu d'informations sur lui, qui sont trouvables aujourd'hui, mais on sait justement que ce fut le seul livre qui illustra dans la collection des livres dont vous êtes le héros. Fred, tu penses que c'est l'ami d'un ami, c'est ça ? Oui, c'est ça, je pense que c'était le pote d'un pote qui savait bien dessiner les comics à l'époque, parce qu'il avait vraiment le dessin des années 80 Marvel, quoi. Donc oui, il a dit c'est un mec qui savait bien les faire, il les a fait, et puis voilà, on a plus entendu parler. Dommage pour lui et pour nous, parce que bon, sur certaines planches elles sont un peu inégales, mais en général oui, elles sont quand même pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Mais... Ouais, moi ça me fait penser justement à une sorte de dommage ou à tu sais le style de Jim Lee qui dessinait beaucoup les enfin c'est Chris Claremont qui a défini un peu les années 80 de Marvel, et puis voilà, les années 90 on a le style Jim Lee. Je sais pas si tu te souviens un peu de ces styles d'illustration. Bah, si tu me parles de Spider-Man, oui, je vois complètement la différence. Après, c'est sûr, les années 90, ça n'avait plus rien à voir avec les années 80. Bon, les Strange des années 80 que j'avais, moi, donc les Strange des années 80, c'est peut-être Marvel fin des 70. Mais en effet, ouais, il y a un peu ce style-là, comment déterminer les personnages, c'est leur donner des couleurs très spécifiques, très vibrantes. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Enfin, quand je dis des couleurs, j'imagine quoi, les couleurs quand tu regardes les détails des personnages, tu vois qu'ils ont plusieurs couches, plusieurs styles de comment dire de patch en fait sur leurs armures. Enfin leurs armures, leurs costumes. Je suis coincé dans l'Heroic Fantasy, Fred. Bah non, là c'est pas d'Heroic Fantasy, aujourd'hui c'est Rendez-vous avec la mort, on est des super-héros. c'est ça. Donc on a des costumes en lycra bien moulants et on n'a pas d'armure. Boum. Et bien sûr l'écrivain qui est donc Steve Jackson. Steve Jackson on connaît très bien dans le podcast, Starship Traveler, la saga Sorcellerie qu'on vient de discuter, mais aussi voilà le roman Trolltooth Wars qui sort bientôt par un projet Kickstarter, voilà, qui va être adapté en bande dessinée. Et bien sûr bien d'autres créations, voilà, on connaît bien ses exploits sur le podcast. Ok, avant de parler davantage du système de jeu, des règles et puis de rentrer dans l'univers du livre, faisons une petite pause musicale comme d'habitude. Et là, comme on est sur le thème des super-héros, je pensais qu'on allait prendre des musiques qui allaient un peu avec l'univers du livre. Et pour cela, Fred, je propose qu'on écoute... alors là, c'est assez spécial. Ça vient de la bande originale de Terminator, mais de la Sega CD. Oula. Je sais. Alors la particularité de cette bande originale de jeu, c'est qu'elle a été composée par Tommy Tallarico. Tommy Tallarico, c'est un peu les pionniers de l'innovation de la bande originale des jeux vidéo. Voilà, comme le Sega CD était sur support CD, comme son nom l'indique, voilà, on pouvait enregistrer de véritables morceaux en studio et puis les intégrer directement sur le disque qui pouvait être lu pendant le jeu. Donc ce qui ne va beaucoup de passer du 8 au 16 bits. Et je te propose d'écouter un thème justement qui nous invoque, je trouve, l'héroïsme ou justement le fait qu'on soit un héros. Et qu'on s'écoute Taking It to the Air. Yeah. Et je te dis à tout de suite. À tutti.
Oh, bah c'est punchy, ça me fait penser à Contra, là, quand t'es sur l'hélico en train de tout blaster au lance-flamme. Ah, Super Contra sur la Super NES. Ouais, Super NES, Super Probotector. Super Probotector. Ouais. Ouais, en effet, ça déménage bien. Bon, bah sinon, dans ce défi fantastique, donc il y a des règles particulières qui changent un peu de l'ordinaire. Donc on a toujours les 3 mêmes caractéristiques, habilité, endurance, chance, qui sont tirées au hasard, hein. Habilité, c'est sur 1 D6 plus 6, endurance 2 D6 plus 6, et chance 1 D6 plus 6. Le fil conducteur de l'histoire, c'est que en fait, il y a un ennemi russe, c'est les Russes à l'époque, les ennemis, et il va organiser une réunion de tous les syndicats du crime, qui s'appelle la mort, et donc faut l'empêcher. Donc pour ça, on a différents éléments. On a une crime montre qui est reliée à la police et qui nous alerte de certains incidents. On a un certain contact avec la police qui s'appelle Gaston. Et en début de partie, on doit choisir en 4 super pouvoirs. Donc on a le Superman, la super force, il est très fort et il vole. Les pouvoirs psy qui permettent surtout de lire dans les pensées. Les AMI qui sont en fait des des nanotechnologies, c'est une sorte de Batman en fait, un mec qui a plein d'accessoires sur lui. Et en dernier, le souffle d'énergie. Moi à l'époque, je m'en souviens quand j'étais petit, j'avais pris celui-ci et ça faisait penser un peu à Cyclope. Même si c'est pas exactement le même principe, mais bon, moi je voyais Cyclope, en fait c'est un souffle d'énergie qu'on lance de notre bouche. Alors quel drôle d'endroit pour envoyer le. Oui, bah, tu vois qu'il lance ça d'où? Pardon. Sa 3e jambe. Ouais, attends, quoi? Hein? Oui, c'est ça, oui. Donc aussi, Fred, dans les règles, voilà, il y a l'innovation avec le système d'indices. Il faut trouver des règles, enfin, il faut trouver des indices sur le cyborg Titanic, voilà, où se trouve son rendez-vous avec le syndicat, à quelle heure et quel endroit. Donc tout le jeu est basé justement sur le fait de trouver ces indices, de les assembler ensemble pour avoir le numéro du paragraphe auquel se rendre. Et puis après, nous avons les points de héros. Les points de héros, c'est quoi? C'est comme une 2e barre de vie, un petit peu dans le manoir de l'enfer avec la peur. Point de réussite, tu veux dire? Oui, les points de réussite. Enfin, moi, je les appelais les points de héroïsme. Oui, en fait, non, c'est juste des points quand tu captures certains adversaires ou que tu apprends certaines informations. Mais tu réagis comme un héros. Non, moi, je l'ai pas eu, ça. Oui, merde, ok. Moi, des fois, je réagissais comme un héros, j'allais faire certains exploits, certaines choses, et ça me donnait des points d'héroïsme. Enfin, oui, c'est quand tu fais une des péripéties et que tu as réussi, oui, tu gagnes des points comme ça. Après, à savoir que ça, c'est un petit peu une carotte qui sert à rien parce que tu peux totalement foirer l'aventure malgré tous ces points de réussite, puisque la chose primordiale dans cette aventure, et faut vraiment pas la quitter de l'esprit, c'est intercepter ce fameux rendez-vous. Et on aura beau dire, c'est pas si facile. En effet. Et Fred, rendez-vous avec la mort. Est-ce qu'en français on a la traduction de MORT? Enfin, justement, ce que veut dire MORT. Alors mort, oui, ça signifie maléfique organisation pour le règne de la terreur. Tout un programme. Okay. On dirait un nom tiré de James Bond. Bah en anglais donc Fear. Attention, en anglais c'est assez différent, assez drôle. Donc la Fédération Euro-Américaine Rebelle. Yeah, ouais, j'ai vu ça. Je préfère le mot en français alors à la rigueur. Mais bon voilà, c'est sympa. Une dernière chose sur les règles, bon c'est un petit détail, mais dans ce jeu-là, il faut pas tuer les adversaires, toujours dans ce système de points de réussite, sachant qu'en fait quand les adversaires tombent à 2 points de vie ou à 1 point de vie, ils se rendent. Par contre, si on les fait tomber à 0, on les tue, donc là on perd un point de réussite total. Donc ça c'est une petite règle que j'ai trouvé sympa, qui pour une fois de dire de pas tuer les adversaires en tant que super héros. Je trouvais que ça rajoutait une petite caution safe, donc ça bon voilà, on le notait comme ça. C'était important aussi de rendre les adversaires parce que ce qui nous permettait d'avoir certains indices. Ouais, alors de toute façon, ils font pas de distinction. T'as pas de paragraphe qui te dit si vous avez tué l'ennemi, allez directement là. Il dit si vous avez battu l'ennemi. Mais bon, souvent, ce qui se passe, c'est soit quand on rend l'ennemi au commissariat, qu'on l'amène, il se met à nous parler en fait. Oui, c'est ça. Il crache tous les morceaux. Ouais. Donc voilà l'importance aussi. Et puis on peut aussi les relâcher. Oui, alors certains qu'on relâche, mais c'est du menu fretin, ouais. C'est ça. Bah avant d'entamer complètement l'aventure, on va faire un petit détour par la couverture avec son ambiance comics, ambiance comics réussie. Donc en fait, on a le vilain de l'aventure qui est dessiné, et donc c'est le fameux Titanic Cyborg. Donc on le voit en train de manipuler les forces électriques incommensurables, et donc c'est une espèce de docteur Octopus, un petit côté Cyclope parce qu'il a des lunettes, donc Octopus avec les bras. Moi j'ai trouvé pas mal la couverture. Ce que j'ai trouvé sympa en fait c'est les dessins intérieurs, les mini dessins intérieurs, tu sais, qui sont pas forcément des planches, mais qui sont le super héros qui vole de profil, ou le poing, ou sa tête. Je sais pas, mais ça m'a mis beaucoup dans l'ambiance, ce truc là. Ouais,
Non, je trouve aussi tous ces petites illustrations, en plus en format rectangulaire, comme si on lisait un comics en fait. Ça joue beaucoup, ouais. Je trouve ça a ajouté encore plus de création du monde en fait dans lequel on est en train de vivre et l'aventure qu'on est en train d'interagir avec, donc en train d'évoluer. Donc ça marchait vachement bien et je trouvais pas vraiment un énorme contraste avec la couverture, mais il y a quand même une différence, on sent dans le style d'illustration, mais ça c'est un peu normal à chaque fois. Hein. C'est vraiment une jolie couverture pour retourner dessus, Fred. Les ombres qui sont ajoutées dessus, l'effet du tissu de ce genre de gilet du cyborg Titanic, et aussi un énorme travail sur les détails. Donc là, comme tu disais, on le voit manipuler une puce électrique, mais si on regarde la puce, ses gants et puis l'intérieur de sa veste, on voit qu'il se passe pas mal de choses. Et bien sûr, c'est cet effet de lumière qui est sur lui, donc on voit qu'il est éclairé d'en face, un peu comme si c'était ses yeux laser là qui éclairaient son visage et son corps. Qu'à part cela, il est un peu dans l'obscurité. Moi, ce qui me faisait un peu toujours rigoler, c'était le contraste entre le côté moderne, le côté comics de la couverture, et le symbole des défis fantastiques avec le bouclier en bois d'Heroic Fantasy. Je sais pas si tu le vois, les deux images superposées, ça m'a toujours fait bizarre, comme si c'était pas un raccord. Dernier détail, Fred, sur la couverture, je sais pas si t'avais remarqué, mais derrière donc le cyborg, il y a des horloges. Oui, exact, il y a des horloges. Ouais. Alors, pourrais-tu m'expliquer pourquoi il y a des horloges derrière le Titanic cyborg? Bah, c'est que pour l'histoire peut-être de la course à la montre où on doit intercepter son rendez-vous, je sais pas. Tu penses que c'est du symbolisme? Ouais, c'est la manipulation mentale. Non, bah, je pense que je sais pas pourquoi est-ce que dans mes souvenirs, en plus, ça tient pas forcément au décor, avec le décor. Ou tu sais, c'est peut-être ça se trouve c'est pas forcément des horloges, c'est peut-être il y a juste une horloge et que c'est des ordinateurs façon années 80. Je suis pas sûr tout d'un coup en la regardant. Bon bref. Oh, je dirais que c'est des horloges, on voit le pendulum en dessous de l'aiguille. Tu penses aux grands ordinateurs comme dans les années 50, 60 avec les bobines magnétiques Les bobines magnétiques, ouais. Bah enfin voilà, superbe couverture. Ou sinon, c'est une horloge pour chaque ville dans le monde, tu sais, comme dans les trucs de super méchants où ils ont l'heure de Tokyo, l'heure de Mexico, l'heure de Washington. C'est parce que c'est pas les mêmes fuseaux horaires pour les missiles et tout, c'est le bordel sinon. Non, je sais pas, je pense que c'est pour moi. Moi, je sais pas, j'y vois la mort, moi j'y vois un côté James Bond, quoi, un peu pareil. Ouais, la grande salle avec numéro 1, numéro 2 et Blomfeld, c'est ça, qui est dans un fauteuil, qui s'est remplacé par un cyborg. Le fait que ça soit la pègre, qu'ils se mettent à rendez-vous, que bon bref. Le seul truc qui change, c'est que ce soit des super vilains, en fait, en face. Ouais. Ah, c'est intéressant, en effet, on sent le côté, style antagoniste James Bond. Ouais. Attends, les Russes, la guerre, bon voilà, parce que bon, on dit pas comment ça se termine, si ça se termine mal, mais. J'espère pas quand même. Ok, bah écoute Fred, discutons de notre aventure. Est-ce qu'on fait un petit historique du petit mutant? Du petit mutant. C'est nous le petit mutant. Ah. Non, parce qu'en fait on est le super héros. On est comme Superman, un super héros dont l'identité est secrète. Ouais. C'est très important. Alors comment ça s'est passé? Parce qu'on a quand même on a quand même des pouvoirs différents, donc ça a dû se remarquer. En fait, on a été le fruit d'une expérience qui a été validée par les parents. Une expérience qui jouait sur la taupe, donc sur un peu à la Hulk, on va dire, peut-être pas les rayons X, tout ça. Et en fait, jusqu'à l'âge de 10 ans, on était surveillé par tout le corps médical, mais il se passait rien. Donc du coup, les scientifiques se sont dit, cette expérience-là, elle servait à rien. Ils ont arrêté de nous surveiller. Au moment où ils ont arrêté de nous surveiller, on a commencé à développer nos pouvoirs. Et donc c'est pour ça que maintenant les parents ils ont dit bon, ça fait 10 ans qu'on nous surveille, ça nous emmerde. Donc maintenant que t'as un super héros, on va le cacher et on va vivre tranquillement. Donc c'est un peu l'historique à la Superman, c'est un peu, sauf que Superman il n'a pas été créé. Et donc voilà, donc maintenant on se transforme grâce à des forces cosmiques. On a un costume écarlate et normalement on s'appelle le justicier protecteur de Titan. Mais toi tu as voulu qu'on se baptise, c'est ça? C'est ça, qu'on change notre nom, qu'on choisisse notre identité, notre nom de code. Alors peut-être pour de savoir aussi quel pouvoir on a choisi. Ouais. Mm-hmm. Donc vas-y, raconte-moi tout, Fred. Toi, de ton côté, quel est ton nom et quel est ton pouvoir? Alors moi j'ai pris les pouvoirs psy et comme on a un costume écarlate, je me suis appelé The Scarlet Dude. Je suis le Dude Man. Le Dude.
Les Dude, The Scarlet Dude. Alors je sais pas pourquoi, moi je vois ton mec assis dans un canapé en train de boire un cocktail avec des lunettes et un sorte de pull vite fait. Et c'est quoi le nom du cocktail? Ça, un White Russian. On va se taper du russe, y a pas de problème. Dis-moi, l'aventure sur toi, c'est basé sur des mecs qui ont pissé sur ta moquette. Oui, il y a un quiproquo en fait, et je me suis lancé dans une quête improbable, mais à la fin je m'en sors bien et je reste le duc, comme ils disent en français. Denis, c'est des nihilistes. On en reparle pas. Ah oui. Pardon. Des nihilistes. Ok, bah écoute, moi de mon côté, j'ai voulu la jouer vraiment super-héros, donc le pouvoir qui me paraissait le plus classique et cool aussi, voilà, c'est la force et le vol. J'ai aussi joué à la version sur tablette créée par Tin Man Games, Fred, donc de Rendez-vous avec la mort. Et il y a un nom qui m'avait toujours intéressé et je trouvais assez cool, donc c'était le nom Le Premier Obélisque. Le Premier Obélisque, oui. Donc voilà, qu'est-ce qui est massif et vraiment difficile à détruire, mais voilà, si on est Napoléon, facile à voler et à placer dans sa ville. Je sais pas pourquoi j'ai fait une référence à l'obélisque à Paris. Et lui, il est parti. Vous voyez, les auditeurs, c'est ça. Des fois, on fait des sales blagues, ça marche pas. Et puis, on perd son copilote, quoi. Le mec, il se tire. J'essaie de, oui, le premier obélisque, j'ai vu ça tout à l'heure, à la rigueur, je préfère le mien, le Scarlet Dude, qui arrive. Je préfère le je t'emmerde. Le premier obélisque. Waouh. Ouais. C'est un avion, c'est un oiseau, non. C'est le premier obélisque. Ça sonne con, hein. Bon, ça en jette un peu, quoi. Ah, moi, je trouve ça sympa. Au début, je trouvais que ça sonnait con, et en fait, je me rends compte, c'est assez chouette. C'est vrai qu'on est difficile à placer, vu qu'on a une super force. Et notre présence est ressentie une fois qu'on atterrit en ville ou qu'on est face à un antagoniste. Donc ouais, le premier obélisque. Enfin bref, Fred, allons-y, commençons l'aventure. Ouais, je te laisse l'honneur, vu que t'es le premier obélisque. Ok, ça marche. Écoute, moi, ça débute bien sûr à la maison. On se rend compte tout de suite qu'on est dans un univers contemporain, métropolis moderne. Moi, je voyais tout avec un petit style années 50 américaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait le premier jour? Je décide de me rendre au travail. Bien sûr, on monte en travail, on voit qu'il se passe pas mal de choses en ville, et tout de suite, le livre nous propose déjà des choix qui vont affecter la mission. Donc dès le début, moi je crois qu'il y a un pickpocket, il y a quelque chose à voir, je peux soit lire le journal, ou je peux foncer au travail, ou je peux regarder ma montre pour voir s'il y a un crime. Donc on voit tout de suite comment Steve Jackson a écrit le livre, ça va être simple, c'est un peu la méthode Ian Livingstone, c'est qu'il y a The One Way. Donc bien sûr Fred, The One Way, le seul chemin. On sent qu'il y a une présence là-dessus, il faut pas se gourer, il y a certains choix qu'on peut faire, et bien sûr ça dépend des pouvoirs qu'on a pris. Donc moi j'ai le pouvoir de force et vol, et il va falloir que j'obtienne des indices différemment que si j'ai le pouvoir psychique que toi tu as. Donc ce qui est assez intéressant, mais ça peut être très frustrant parce que ça va nous obliger à lire le livre plusieurs fois de suite. Ouais. Mais je crois qu'on en discutera après, on verra justement comment ça affecte l'histoire. Est-ce que je peux faire une petite aparté là, rapidement? Bien sûr. C'est comme un livre où ils vous disent vous trouverez une feuille d'aventure à telle page et la feuille d'aventure à telle page elle y est pas. Donc ça c'est quand même toujours un peu dommageable, c'est-à-dire il y a pas de feuille d'aventure dans le bouquin, il faut aller la chercher ailleurs ou se la faire soi-même. Bon ça fait un petit côté amateur. Et il y a un truc dont je me suis rendu compte, c'est que il précise vraiment que au début du livre qu'en fonction de tes pouvoirs tu n'auras pas la même fin ni les mêmes indices. Et en fait, je me suis rendu compte, je sais pas, comme t'en parles pas, j'en parle, c'est qu'en fait, c'est après le dernier paragraphe qui est le 440, c'est ça, si je pense bien. Ouais. Il te donne les indices au début de l'aventure que tu dois avoir, mais à aucun moment on te dit d'aller chercher ces indices à la fin du bouquin. Donc moi, il y a plein de trucs que je comprenais pas, que j'ai compris, mais je l'ai compris la dernière fois que j'ai fait le livre en arrivant au chapitre 440. C'est bien que tu parles un peu plus des indices. Je voulais juste te dire, en fait, en effet, donc au lieu des 400 paragraphes classiques qu'on a des livres dans The Heroes, celui-ci on en a 440. Mais aussi les indices, ça marche de deux façons. Donc il y a 3 indices, comme je disais, l'heure, la date et le lieu.
Après, on a plein d'autres indices, en fait, qui nous aident à résoudre des crimes ou des enquêtes qu'on arrivera dessus dans l'histoire. Donc, vous allez voir, on va obtenir en fait pas mal d'indices, mais bien sûr, tout cela sont obsolètes si vous voulez obtenir, voilà, l'indice du lieu, heure et rendez-vous du Titanic Sabor. Oui, c'est ça. En fait, c'est des indices pour les, on va dire, secondaires. Ouais. Moi, ce que je reproche au livre, c'est d'être mal foutu, en fait. Et dès que tu crées ton perso, on te dit la feuille d'aventure, tu l'as pas. On te dit que t'as des indices, tu comprends pas vraiment. En fait, ils sont tout à la fin du bouquin. Jamais on te dit d'aller voir à la fin du bouquin. En plus, t'en as deux, t'en as un d'office et après t'as le choix entre trois. Moi, je trouve ça dommageable parce que beaucoup de fois dans le bouquin on dit si vous connaissez l'adresse de tel gars, si vous avez vu tel gars, vous pouvez faire moins 40 et en fait c'est plein de trucs avec ça t'en profites pas. Bon bref, moi je comprends pas qu'on puisse. Je pense que c'est la version française qui est comme ça. La VO, je pense qu'elle doit être mieux foutue comme d'hab. Bah écoute, j'ai lu la version anglaise et j'ai pas eu de soucis moi là-dessus. Bah oui, tu vois, c'est sur les règles. Moi c'est la VF, pas de feuille de personnage, les fameux indices que tu peux avoir au départ, du coup tu les prends pas parce que tu sais pas qu'ils sont à la fin. Est-ce que je t'ai filé un mauvais PDF, c'est ça, ou la version du livre était pas bonne? Non, mais je crois que c'est moi qui suis allé le chercher celui-ci. Mais bon, tu sais, selon les versions, il y a des errata. Après, je sais pas. Là, c'est les versions. Je pense que moi, c'est la version des années 80 que j'avais. C'est pour ça. Ça va pas être la version des années 2000. Je sais pas s'ils ont fait des corrections. Ok. Bah écoute, en espérant que t'aies pu quand même vivre une aventure sympa, Fred. Ah oui, après c'est des détails, mais je dis rien que déjà de pas avoir de feuille d'aventure et que tu disent qu'il y a une feuille d'aventure qui est dans les pages suivantes. Bon, voilà, tu fais. Ça commence bien. Bah écoute, je reprends où on était. Donc maintenant qu'on connaît le système des règles et ce qu'on cherche, voilà. Donc bien sûr, on nous explique dès le début, on apprend que le rendez-vous avec la mort, donc prépare son rendez-vous justement, et donc il va falloir l'intercepter. Donc le premier jour, moi ce que je décide de faire en fait, c'est de lire le journal, d'apprendre en fait les nouvelles. Mais ce que je découvre, c'est une annonce en fait pour d'une femme qui s'appelle Suzanne, qui donne son numéro de téléphone, donc 555 9999. Et voilà, c'est mon premier indice en fait dans le livre. Donc voilà, je sais pas pourquoi il s'est focalisé là-dessus, mon premier obélisque, mais ce fut sa première preuve. Et puis après, je décide de me rendre à la banque pour enquêter, parce que j'apprends qu'il y a donc un crime qui a été commis. Et donc je questionne le détective qui est en charge de l'enquête, mais tu verras, Fred, si t'as fait ça, en tout cas l'inspecteur, il n'est pas du tout coopératif et plutôt très sarcastique. Donc ils me m'aident pas du tout et je décide juste de reprendre mon chemin. Et je vérifie ma montre, et elle sonne et elle m'a dit qu'en fait qu'il y a des dégâts qui se passent à l'aéroport. Donc je décide de m'y rendre et je découvre en fait que donc mon premier ennemi que je rencontre dans l'aventure, c'est le Tormentor. Donc j'ai lu le livre en anglais, je connais pas en français, mais ce qui serait intéressant avec toi justement de faire la comparaison. Donc le Tormentor qui est dans un avion en direction de Londres et qui a pris tout l'avion en otage. Et qui veut justement parler à Suzanne. Ça tombe bien parce que c'est la preuve que j'ai trouvée ce matin. Et je me rends compte en fait que le numéro de téléphone de Suzanne, si j'additionne tous les numéros, donc son numéro de téléphone ensemble, donc 5 plus 5 plus 5 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 égale donc 51, ce qui me fait donc aller au paragraphe 51. Et là, j'ai Suzanne qui décroche et qui justement m'explique qu'elle est plus du tout avec le Tormentor et justement ça l'a rendue dans une sorte de folie de crime. Et donc je lui demande voilà si elle peut venir lui parler. Donc elle vient à la tour de contrôle où je me trouve avec les responsables de l'aéroport et elle finit par le calmer via l'intercom et de justement relâcher les otages. Et voilà, en rentrant dans la voiture de police, en mettant justement le Tormentor dans la voiture de police pour l'embarquer en prison, il y a un bout de papier qui tombe de sa poche. Et ça tombe bien, Fred, je trouve mon premier indice crucial à l'aventure, qui est donc la date de rendez-vous du syndicat de la mort, qui est donc le 27. Voilà comment je débute mon aventure. Donc ça tombe bien, j'ai déjà une preuve. Alors, vite fait, juste pour expliquer, Fred, ce livre, j'ai dû le lire 6 fois de suite environ. Parce que ça a été très très difficile pour moi de trouver tous les indices, les preuves. Donc ce que tu entendras là dans mon explication de l'aventure, c'est un peu mon best-of en fait. C'est comment j'ai réussi enfin à réussir l'aventure sans tricher, sans tu vas devoir trouver une solution. C'est juste avoir relu. Je t'admets que c'est un peu frustrant, mais voilà, une fois qu'on arrive sur un nouveau passage et on arrive à trouver un indice important, voilà, c'est la réussite, c'est toujours sympa comme effet. Mais c'est une aventure assez difficile. Hein. Si on rate un indice, on est foutu à la fin. Donc on a lu les 3/4 du livre pour rien, si tu veux. Enfin, on vit quand même une aventure, mais on peut pas réussir.
Il nous faut vraiment des éléments clés pour arriver à l'aboutir en réussite. Alors toi, Fred, qu'est-ce qui t'est arrivé le début de l'aventure? Bon, moi, pareil, en fait, le même début, c'est dans toi, là, on descend dans la rue, et là, donc c'est un peu l'animation, il y a une voiture de police qui passe, il y a les gens qui s'engueulent pour le chien, il y a les journaux qui annoncent un crime. Donc moi, je joue mon bon samaritain, je me déplace autour de la dispute, parce que je vois qu'il y a un attroupement et les gens commencent à être assez agressifs. Bon, en gros, le truc, c'est qu'il y a un chien qui fait caca sur le trottoir. Hein, faut que j'intervienne, quoi. Faut que j'intervienne, sinon ça va être la pagaille. T'as fait quoi? T'as pouvoir psychique? T'as renvoyé la crotte dans le cul du chien ou... Non, avec je les ai calmés avec des ondes zen, discrètement. Discrètement non, parce que je me suis comme transformé en Scarlet Dude, où j'ai mon costume écarlate. Et donc par contre, je me rends compte que donc c'était une vieille dame et un homme, et qu'en fait le mec il stresse quand il me voit habillé avec ma tenue de justicier, de super-héros. Alors je sens qu'il cherche à dissimuler ses pensées, mais il ne peut s'envoyer. En fait, il pense à sa montre en or qu'il a au poignet, et surtout il pense à une boutique de prêteurs sur gage. Moi je lui dis tiens, c'est bizarre, pourquoi il veut me cacher ces pensées-là à moi? Et bon, en fait, il disparaît dans la foule, et j'ai juste cette information-là que le mec, il a pensé à une boutique de prêteurs sur gage en me voyant. Donc, ce que je fais, c'est que je me décide de suivre la direction de la voiture de police qui allait dans un parc. Donc, je vois que pareil, qu'il y a l'air d'avoir un cadavre par terre, et donc, pour approcher de la scène, je me retransforme en super-héros, derrière un buisson, avec mon costume écarlate. Donc, je vois que c'est un Richard qui a été tué, un anti. Là, s'il y a des espèces de scènes de crime, moi, je décide de plutôt regarder aux alentours, et je regarde dans un buisson, et je tombe sur une montre, un médaillon en or avec des initiales, il y a marqué RL dessus. Donc c'est le début de l'aventure, et en fait, on me propose soit de la rendre à la police, soit d'aller voir un bijoutier, ou soit de me rendre à une autre adresse. C'est le 3e paragraphe dans le truc, je sais pas quoi. Et je comprenais pas, tu vois, à ce moment-là. Et c'est là que j'ai vu à la fin, donc il y avait des indices, et parmi les indices que tu peux avoir au départ en tant que super-héros, parce que tu as quelques infos, les initiales RL, elles m'auraient dit quelque chose, et j'aurais pu déjà là arrêter quelqu'un. C'est pour ça que je dis que des fois, moi, la version française m'a frustré à ce niveau-là. Bon, bref. Donc je tombe sur cette chaînette, je la montre à un bijoutier, il me dit que ça vaut rien. En gros, j'ai perdu mon temps, tout ça, ce que j'ai fait, ça sert à rien. Et là, sur la Crimonde, comme toi, je reçois 2 alertes. Ou bien je peux aller à l'aéroport, ou bien je peux aller au laboratoire Pilaf. Comme je sais que notre ennemi, c'est un savant, moi je me décide plutôt de me rendre au laboratoire. Donc je me rends au laboratoire. En fait, les laboratoires, ils sont proches de l'université et de son centre de recherche nucléaire. Donc en fait, ils font des recherches complètement folles, mais logiques pour l'époque des années 80. C'est qu'en fait, ils sont en train de faire des bergers allemands radioactifs. Et donc ceux-là, le truc, c'est qu'ils sont échappés de leur cage, et donc c'est à toi de les arrêter. Donc je tiens à préciser, c'est un petit détail, mais que moi en fait ça a été ma première planche que j'ai vue du bouquin, la page 115, et que celle-ci, elle est vraiment pas belle du tout. Je la trouve que c'est la plus loupée de toutes celles que j'ai vues. Et je me suis dit mince, déjà j'ai pas la fiche d'aventure, la première planche de BD elle est cheap, les super-héros à l'époque ça m'avait frustré, j'espère que ça va pas continuer. Bon bref, donc je tombe sur ce première planche de BD un peu déçu. Bon les autres sont mieux, donc ça rattrape. Et on peut juste te couper, excuse-moi Fred, mais j'aimerais retourner un petit peu sur les bergers allemands nucléaires. Oui. Ouais, je sais pas, ça te surprend pas, je sais pas, moi je trouve ça tellement bizarre. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont comme super pouvoir? En fait, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec. Ils veulent juste les soumettre à la radioactivité. C'est la radioactivité à l'époque, c'est le grand jouet. Tu peux tout faire avec. Même nous-mêmes, on est un mutant parce qu'on a été soumis à des trucs. Donc là, c'est à l'époque où la radioactivité, c'est au niveau de la science, tu peux tout faire avec, mais tout ce qui est positif. Alors qu'on sait bien sûr maintenant que bref. Parce qu'après, ils t'en reparlent de radioactivité. De toute façon, tous les ennemis bizarres, ils ont été soumis à quelque chose de radioactif. Bon là, les bergers allemands, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec, ils le disent pas. C'est marrant, mais quand tu dis ça, soumis à la radioactivité, tu sais, c'est marrant, mais ce livre commence à prendre une autre tournure pour moi. C'est moins un livre de Marvel ou de super-héros d'ici, et ça commence à plus être un film de trauma. Oui, non, mais à l'époque, quand tu regardes Spider-Man, c'est une araignée radioactive, Hulk, c'est les rayons gamma, que sais-je, si tu veux, c'est comme les énergies, on va dire, c'est comme la science qui provoque ça, mais on sait très bien
Le Toxic Avenger, c'est un nerd qui tombe dans un baril de produits toxiques. Oui, parce qu'au début, l'énergie nucléaire, on voyait que les effets positifs. Après, les déchets, tout ça, il a fallu Tchernobyl pour vraiment s'en rendre compte que même en application civile, c'était pas la panacée. Ouais. Bon, bref. Donc, à cette époque-là, oui, l'énergie nucléaire, c'était, tout allait bien. C'était génial. Puis, pour la science-fiction, les super-héros, ça, c'était un thème de développement inimaginable. Donc là, ils sont radioactifs, les chiens, mais tu sais pas pourquoi. C'est juste qu'ils font des expériences. Donc pour revenir à eux, donc moi, comme j'ai pouvoir psy, j'essaie de les calmer. Faut faire un test de chance quand même parce qu'il faut savoir que pouvoir psy, quand tu l'utilises, ça te fait toujours perdre 2 points d'endurance quand même. Mm-hmm. Donc c'est pas négligeable. Je réussis mon test de chance, et donc ils sont 4, et sur les 4, en fait, il y en a un qui est encore agressif. Donc le principe, c'est surtout pas qu'il sorte de cette salle-là, parce que s'il sort et qu'il mord quelqu'un, il risque de faire des cibles civiles. Donc ça, c'est à bannir pour toi. Ça me ferait perdre 1 point de réussite. Donc j'arrive à le contenir. Il sort pas de la salle. J'arrive à le tuer, à le neutraliser. En fait, le problème, c'est que le combat, ça a réexcité les autres. Donc en fait, j'ai les 3 autres après qui me sautent dessus. Donc là, c'est déjà un peu plus chaud. Bon, ils sont pas très balèzes, mais bon, leurs morsures peuvent être dangereuses. Donc, moi, j'ai de la chance que j'ai fait comme toi, j'ai fait plusieurs fois l'aventure. Et là, en étant en pouvoir psy, j'avais quand même 12 en habilité. Donc, quand t'as 12 en habilité, les combats, t'es quand même tranquille. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, donc toi, vu que t'as pris la super force, t'as 13 en habilité. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais, il y a pas une grande différence dans ce cas-là. Je suis un peu déçu de mes pouvoirs psy parce qu'en fin de compte, ça a pas trop marché. Là, même quand ça a marché à moitié. Donc bref, je me dis, est-ce que j'ai fait le bon choix? Donc je sors de là après les avoir vaincus. On me propose de prendre un bain de foule, signer des autographes ou m'éclipser par la petite porte. Moi, je décide de prendre un bain de foule, d'en profiter. Je signe des autographes quand j'entends un haut voleur retentir. Donc je me vais dans cette direction-là, je tombe sur une petite boutique, le gérant il me dit le mec armé, il est parti par là, il m'a vidé tout mon magasin, faut le rattraper. Donc moi ce que je fais, c'est que je le calme un petit peu, je sors dehors, et dehors en fait je vois que le mec il est planqué derrière des caisses, ses chaussures qui dépassent. c'est un sketch à Laurel et Hardy là. Ouais, je vois juste ses chaussures. Donc moi, on me dit le mec armé, tout ça, je lui balance des pouvoirs psy à distance et je l'assomme par ma pensée, quoi. Et en fait, je me rapproche, je me rends compte que c'est un gamin de 10 ans. En fait, ce qu'il a volé, c'est une barre de chocolat, quoi. Et le gamin, je lui ai foutu une onde de choc comme si c'était un ennemi, quoi. Donc le mec, j'ai du mal à le ranimer, il est à moitié cassé, le gamin. T'es bien content qu'il se remette sur ses pieds, donc en fait tu l'engueules à moitié seulement, il part là. Bon, par contre, tu retournes au magasin et bon, t'as pas trop envie de rester ici parce que bon, comme t'as comme des détracteurs, s'ils savaient que t'avais martyrisé un gamin, ce serait pas cool. Donc il te demande si tu veux partir vite fait ou quand même gueuler un peu sur le gérant. Donc moi je lui ai dit, le gérant il m'a dit que c'était un mec armé qui avait tout dévalisé, donc forcément je l'engueule un petit peu, quoi. Et comme en fait en plus le gamin ça me fait perdre 1 point de réussite, hein, pour le coup, si comme je l'ai molesté. Donc sur mes 4 points de réussite tout à l'heure que j'avais gagné avec les chiens, j'en ai plus que 3. Et l'homme en fait tu te rends compte qu'il a eu peur du pistolet à eau du gamin. Donc déjà c'est pas faire la différence, quoi. Et du coup il me dit pour se racheter, il me parle d'une conversation qu'il a entendue entre 2 de ses clients qui travaillaient aux abattoirs de la ville de Titan. Et ils nous apprennent en fait que l'abattoir a été racheté par la Reine Froide. Donc si un jour j'ai une info sur ses activités, il faut que je retranche 20 au paragraphe pour la trouver. Trouver la Reine Froide, ouais. Pour trouver la Reine Froide. Donc ça me fait gagner 1 point de chance. Et ma journée s'arrête là et je rentre chez moi le soir. Ah, c'est pas mal quand même, entre berger allemand et maltraitance de mineurs. Bah, ouais, donc. Ouais. Attention, je tape sur les animaux et les mineurs. Je suis un méga super héros. Je vais me confronter à un adulte, je vais me faire démonter. Eh ben. Non, mais ouais. Ah ouais, assez spécial ton aventure quand même pour la première journée, là. Bah écoute, moi, 2e journée, alors, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Allez hop, direction l'usine de traitement des produits laitiers, parce qu'apparemment on a entendu qu'il y avait des soucis, où je crois que c'est plutôt ma Crime Watch, donc ma montre de crime qui m'a justement indiqué qu'il y avait quelque chose là-bas. Donc Fred, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment bizarre, et là je me rends compte, c'est pas exactement l'aventure auquel je m'y attendais. Mais donc j'arrive sur les lieux et en fait il y a un mec à la tronçonneuse, voilà, qui est un bandit assez connu, qui est en train de voler le sac à main et une petite grand-mère qui se balade dans le parc à côté de l'usine, où il y a un petit chaton qui est à mes pieds et qui justement peut-être je devrais l'emmener à la SPA.
Et le livre me donne ce choix-là, en fait. Donc ce que j'ai fait sur une première lecture, bien sûr, je m'en fous du chaton, tant pis pour lui, je vais sauver la vieille dame avec la tronçonneuse, je ramène le mec, et le mec il me donne un indice, comme quoi il y a une nana et un autre super vilain, en fait, qui sont divorcés ou qui sont plus ensemble, et ça crée des ennuis. Et c'est le serpent et Lydia Chanel. Exactement, ouais, qui se cache. Donc voilà, il me donne un indice, mais sur une autre lecture, en fait, j'ai décidé de sauver le chaton. Et en fait, en soulevant le chaton et en commençant à décoller avec lui, je me rends compte en fait qu'il est en train de se transformer en la femme tigresse, le chat tigre. Donc voilà, c'est assez spécial quand même pour faire certaines rencontres. Il faut prendre des choix qui nous paraissent ahurissants ou vraiment invraisemblables. Bah en fait, avant le début de la partie, tu peux l'avoir l'indice que le chat tigre il se transforme en chaton. C'est pour ça que je dis que c'est important de les avoir ces trucs-là et que on te dit pas où les prendre. Intéressant. Bah écoute, forcément un combat s'ensuit, donc moi j'arrive à l'attaquer rapidement et elle me donne justement un indice. Si je me trompe pas, l'indice c'était sur que le trappeur, voilà, il utilise des balles avec le M, avec le symbole du M dessus. Oui, nous en français c'est T parce que c'est le T, ouais, parce que c'est le en anglais, voilà, le trappeur c'est le man trapper, donc avec le M, voilà. Donc qu'est-ce que je fais ? Bah je continue l'aventure, allez hop, je décide de me rendre au bureau pour pas me faire virer quand même du travail. Je sais pas si ça peut me pénaliser dans l'aventure. Donc voilà, je me rends au travail, mais il y a une option, on peut décider de se rendre à une boutique pour ramener un cadeau à notre patron pour l'apaiser. Donc sur un moment, voilà, dans une de mes aventures, j'ai décidé justement de me rendre dans la boutique pour voir ce qui se passe. Et en fait, on nous propose d'aller soit chercher un jeu ou soit chercher un livre. Et voilà, je décide d'aller chercher un livre. Et là, on me dit non seulement vous avez trouvé un livre, mais un livre qui est aussi un jeu vidéo. Et le livre s'intitule Le sorcier de la montagne de feu. Ouais. le clin d'œil au défi fantastique. Oui, le sorcier de la montagne de feu est donc dans l'univers de Rendez-vous avec la mort. Alors c'est bon. En fait, moi j'ai fait le même trajet que toi et tu veux savoir c'est quoi la référence en français ? Ah, qu'est-ce que c'est en français, dis-moi. Enfin, en français, il parle de l'œil noir et on estime que notre patron n'a pas assez d'imagination pour qu'on lui achète ça. Oh. Ah, c'est sympa en français, l'œil noir, et donc en anglais, le sorcier de la montagne de feu. Donc voilà, vous avez plusieurs types des références en fait, hein, de la saga des livres dont vous êtes le héros. Fred, bon voilà, j'arrive au bureau, mais notre patron est tellement énervé qu'il décide de nous renvoyer à la maison sans paye. Donc voilà, je me fais engueuler. Le patron d'ailleurs qui me fait penser énormément à Jameson. Voilà, Jonah Jameson de l'univers de Spider-Man. C'est pareil, c'est les mêmes rapports qu'ils ont. En fait. Me fait vraiment penser à ça, le mec qui est jamais content, qui te gueule dessus sans arrêt. Et bah voilà, écoute, voilà, un jour de repos en plus. Qu'est-ce que je fais ? Bah je décide de me rendre à la foire des Doges. C'est ça en français, la foire des Doges. Foire des Doges, ouais. Alors voilà, et j'avais récupéré un indice dans une de mes lectures précédentes qui m'indiquait, en fait, c'était un personnage qui me faisait penser, en fait, si Harley Quinn était un personnage masculin. Donc le bouffon fou, c'est ça en anglais ? Bouffon cruel. Bouffon cruel. Moi, je l'appelle le Harley Quinn masculin. Alors qu'est-ce que je fais ? Bah voilà, je me rends à la foire des Doges, mais c'est sûr et certain que c'est un piège, non ? Alors, je me rends à la maison, je crois qu'en français c'est la maison hantée, mais en anglais c'est la maison des délires ou la maison, le fun house. Et en marchant justement dans la maison, je tombe sur une trappe qui me fait tomber dans une salle noire. Et je me rends compte que je suis pas tout seul dans ce nouvel environnement, que je suis aussi avec un homme qui cherche son portefeuille. Donc je discute avec lui, et en fait je me rends compte que c'est un journaliste qui était en train d'enquêter sur le bouffon cruel. Et là, je peux utiliser l'un de mes indices, qui était donc celui que j'ai obtenu au début du jeu, qui est de savoir, voilà, en fait, que le bouffon cruel a un nouveau QG. Et donc, ça me fait réussir l'indice. Et c'est là où, en continuant mon investigation, en fait, je l'aide pas déjà à trouver son portefeuille au journaliste. Il y a des choses beaucoup plus pressantes. Je trouve une porte cachée en fouillant la salle noire. Et je pénètre justement dans une nouvelle salle. Et c'est là justement où je vois que c'est la planque secrète du bouffon. Le bouffon surgit et un combat fracassant s'ensuit. Je crois que j'ai réussi à le mettre au sol en 2 coups. Assez rapide. Donc voilà, je gagne le duel. Et je crois que j'ai pris quand même que 4 de dégâts. Je crois. Donc j'ai raté ma première attaque qui était une forte.
Donc voilà, par la suite, avant de ramener le bouffon au commissariat, je commence à fouiller son bureau pour découvrir s'il y a des indices ou des choses. Et là, qu'est-ce que je découvre ? J'ai un petit bout de papier avec pas la date, mais l'heure de rendez-vous de la mort, qui est donc 9h du matin. Donc j'ai la date, le 27 à 9h. Et donc il me manque plus que l'adresse. Donc quelque chose d'assez cool en effet, quoi. La réussite. Alors voilà, bon, le jeu se termine, la journée se termine, je veux dire pas le jeu, là, c'est encore trop court. Donc la journée se termine, je décide de rentrer et de faire des courses. Et voilà, donc je me rends donc à la boulangerie et je découvre en fait qu'il y a un homme qui vient de se faire kidnapper. Et donc je vois le véhicule qui est en train de s'enfuir, mais je décide plutôt de me la jouer à la Batman pour une fois et de pas partir à la poursuite du véhicule. Peut-être que c'est un piège ou que je résoudrai pas aussi rapidement cette enquête que je viens de découvrir. Donc je commence en fait mon investigation. J'interroge les gens dans la boulangerie, mais personne ne sait rien. C'est là où j'aurais aimé avoir un sidekick, ça serait donc le Scarlet Dude avec moi. Hein, Fred, qui aurait pu savoir... Scarlet Dude. Ben ouais, c'est ça, on aurait dû faire équipe. Donc personne ne sait rien, donc je décide justement de fouiller le lieu à l'extérieur, et là je découvre une douille avec la lettre M, donc en français une douille avec la lettre T. Et j'utilise encore un de mes nouveaux indices, pour me rendre compte en fait bien sûr que c'est le symbole du trappeur, donc en anglais le man trapper. Je suis les traces jusqu'à une ruelle en centre-ville où se trouve un vieux bâtiment désaffecté. Là, on est dans le classique Gotham City. Ça me fait beaucoup penser aux comics de Batman. J'ai deux façons de m'attaquer donc au Man Trapper que je n'aperçois pas encore, mais je sais où il se trouve dans le bâtiment. Donc soit c'est de monter les escaliers tout doucement, ou de m'envoler et de sauter sur le toit où je pense qu'ils y sont pour les surprendre. Donc c'est ce que je fais. Je décide de voler au-dessus du toit, et là je surprends le Man Trapper avec deux acolytes, tous les trois dans des costumes ridicules, et c'est des costumes qui font un peu penser aux costumes qu'a créé Chris Claremont pour le Crapaud dans X-Men. C'est un sorte de demi-costume de bouffon, tu sais, ce genre de léopard vert avec cette sorte de collerette orange. Ça fait penser à Robin, moi, un peu. À Robin, ouais. Pauvre Robin, Fred. Oui, plus Robin. Oh. Bah ça dépend, il y en a trois si tu veux qu'on rentre dans le... Oui, dans ouais, non, on va pas comics. rentrer dans le... Et là, en fait, je vois que si j'aurais pris les escaliers, je serais peut-être tombé dans un piège, puisque au-dessus, accroché au plafond, se trouve une énorme cage métallique qui est prête à chuter comme piège. Bien sûr, il y a aussi des otages. Il y a l'otage, donc le mec qui est venu chercher sa baguette à la boulangerie. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je m'écarte bien de la cage, je fais en sorte d'éviter le piège, et justement, je commence le combat. Donc, combat assez rapide, vu que j'ai une super force. Je m'attaque, j'ai même pas besoin de m'attaquer à ces deux acolytes, les mecs qui s'enfuient, ils flippent tout de suite. Donc j'attends l'arrivée de la police et voilà, je prépare le man trapper, le trappeur à le rendre au commissariat. Mais je fouille son bureau et là je trouve un mouchoir. Et dans le mouchoir, je trouve une pochette secrète qui cache un agenda, et c'est l'agenda du trappeur. Bien sûr, il voit tout de suite que j'ai trouvé l'agenda, et il me supplie de pas l'ouvrir, que c'est pas mes affaires, mais attends, c'est une course contre la montre, il me faut tous les indices possibles. Donc je décide de lire le journal, et je découvre en fait un nouvel indice. Et en fait, c'est que le Man Trapper est en contact avec Sidney Knox. Et Sidney Knox, c'est un chercheur, un assistant chercheur en fait au laboratoire Murdoch, qui est un labo nucléaire. Et j'apprends aussi que Murdoch aime regarder les oiseaux depuis les plus hauts toits de la ville. Donc voilà, un indice justement pour m'attaquer à ce personnage. Comme j'ai fait l'aventure plusieurs fois de suite, j'ai rencontré Sidney Knox, et puis dans mon aventure finale, pour réussir le livre, je ne l'ai pas rencontré du tout. Donc, des fois vous allez trouver des indices qui vont pas du tout être utiles, que vous n'allez jamais vous en servir. Fred, je m'arrête ici parce que j'ai envie de savoir toi ce qui t'est arrivé, parce que moi ça dure un petit moment quand même tout ça. Oui, alors donc le jour 2, donc là on a beaucoup de points communs. Donc moi je suis allé à la laiterie. Moi, le petit chat tout mignon, tout moucheté qu'on prend dans nos bras, ça m'a trop fait craquer. Donc moi je l'ai ramené direct au refuge. Bronski, la tronçonneuse, rien à fiche. Pauvre vieille dame qui se fait agresser. Non, mais je l'avoue, je l'ai fait parce que je l'avais fait plusieurs fois l'aventure. Ouais.
Bon, au bout d'un moment, donc tu sais qu'il y a des trucs qu'il faut faire ou pas faire. Donc là, le chat, il se rebelle un peu quand il voit que je veux l'emmener au refuge. Il grossit, ça se transforme donc en chat tigre, qui est une voleuse reconnue. Donc c'est elle qui faisait voler toutes les laiteries du coin. C'est con. Ah, méchante, t'as volé toutes les laiteries du coin, tu vas aller en prison. Bon, c'est pas une grande adversaire. Bon, si elle a 9-8 quand même, c'est pas mal. Donc et moi, comme j'ai pouvoir psy, en fait, avant que je la maîtrise, je capte ses pensées. Et elle pense à la réunion de la mort qui a lieu sur la 5e avenue. Ah, pas mal ça. Ouais, bon après la 5e avenue, c'est la plus longue avenue de Titan, donc pour l'instant c'est pas assez précis, mais ça me fait quand même gagner 2 points de réussite. J'emmène au poste de police, et là il y a un policier qui me dit qu'il y a une vieille dame qui a trouvé un papier par terre. Et en fait, c'est l'indice que tu as eu sur le trappeur ou le main trapper. Le site du trappeur, c'est une balle gravée d'un T. Et si j'entends parler de lui, il faut que je rajoute 60 au paragraphe pour le trouver. J'ai un point de chance pour cette information. Donc comme toi, donc ça c'était en sortant, parce que ça c'était en fait c'est la crime montre qui avait sonné le matin, donc on s'était changé en super-héros. Donc je me dis mince, il est 11h, je vais me faire engueuler par le boss, je vais aller bosser. La pluie tombe, et je me dis bon, je vais faire un petit cadeau à mon patron pour excuser mon retard, et comme toi je vais au centre commercial. Sauf que moi je vais pas au rayon livre, je vais au rayon jouets, en fait. Il aurait en joué, donc c'est vrai qu'ils font référence à l'œil noir, donc l'œil noir, peut-être que c'est un jeu de plateau en fin de compte, tu sais. Ah, donc Fred, l'œil noir en fait, c'est un jeu de rôle. Oui, c'est un jeu de rôle. Ouais, c'est le jeu de rôle en France qui a été, je crois que c'est un jeu de rôle allemand, si je me trompe pas, qui a été publié en France, voilà, sous sous Folio Junior, voilà, avec bien sûr le style et la maquette des livres dont vous êtes le héros, avec sa propre icône, une sorte d'œil de marbre noir, et qui a la particularité d'avoir été une maquette pourrie, car si t'alignes les livres, contrairement à toutes les autres collections des livres dont vous êtes le héros, l'œil noir, tu te rends compte que les icônes ne sont pas alignées. Sur la colonne, c'est le bazar. Il y en a qui sont plus fins, d'autres qui sont plus grands, plus épais. Donc c'est marrant. Mais quand tu regardes des photos, si on va dans le groupe, donc il y a un groupe qu'on suit tous les deux sur Facebook. Donc le groupe voilà des livres dont vous êtes le héros. On se rend compte que les photos des collectionneurs, il y en a pas mal d'ailleurs. Pour en citer un et qui justement j'avais fait des échanges. Salut Ludovic, Ludovic qui parcourt la France avec son camion, qui a une magnifique collection de livres dont vous êtes le héros. On peut se rendre compte justement que l'œil noir, ça sort parce que ça matche pas du tout sur la colonne. Ça fait, moi je trouve que ça fait dégueulasse, surtout quand on est maniacos dans sa collection, oui. On aime bien voir les choses organisées. On se dit mais c'est quoi ce bordel là, ils ont pas pu faire d'efforts. Donc voilà, c'est con. Et je crois que le seul moment où l'œil noir marche vraiment, c'est donc les grands boîtiers. Donc s'il s'agit des jeux de plateau ou des jeux de rôle, c'est les grands boîtiers plastiques, comme le jeu des Contes des Mille et une Nuits, Pendragon. Je crois que l'œil noir là, c'est le seul moment où ça matche justement ces autres boîtiers jeux. Mais sinon les livres eux-mêmes, c'est un peu le bazar. Et ce qui était chouette, Fred, juste voilà pour conclure, c'est qu'il y avait donc des livres de base pour t'apprendre les règles, mais après chaque livre était une campagne en fait individuelle. Donc était assez chouette comme système. Je trouvais ça sympa de mettre les campagnes jeux voilà en format livre pour le maître du jeu, ce qui fait un petit bouquin qu'on peut mettre dans sa poche, et quand c'est le temps voilà de jouer avec les potes, on sort ça tout de suite et on joue. Contrairement aux extensions de Donjons et Dragons qui étaient des coffrets en carton où il fallait sortir les livres, les figurines. Bref, c'était quand même tout un matos à avoir sur soi. Et le format bouquin, je trouvais ça très rapide. Voilà, l'œil noir. Vous avez des bonnes idées à l'époque. Ouais. Tous les jetés à la poubelle. Et de toute façon, c'est un plan qu'on a envie de faire sur le podcast. C'est d'un de ces quatre quand même avec Ludo, donc Ludovic du podcast dont vous êtes le héros. Salut Ludo, si tu nous écoutes. Ludo, bien sûr, qui a voilà, salut Barbac. Barbac. Donc j'essaie, ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles de Ludo, mais Ludo va très bien. Mais voilà, le plan, bien sûr, c'est de continuer à faire un autre Advanced Fighting Fantasy ou peut-être une mini-session de l'œil noir. Pourquoi pas. Ouais. Je suis prêt à tout du moment qu'on a le temps. Exactement, c'est ça. On le trouve le temps, c'est déjà cool, quoi. Qu'on ait repris les podcasts, ça fait plaisir. Et puis on a pas mal de numéros prévus. Bref, je m'étale. Fred. Oui, alors donc à ce fameux rayon jouet où on hésite à trouver quelque chose pour notre chef, on tombe sur 4 petits voyous en blouson noir cloutés de l'époque, côté un peu rocker, glam rock, tout ça. C'était des mecs du Games Workshop qui étaient venus chercher de la peinture pour leurs figurines. Non, parce qu'ils ont quand même une Vertisca inversée,
signe nazi, donc c'est un peu too much. Ouais, c'est un peu too much. Ils viennent pas du Games Workshop. Non, surtout pas, je pense. Surtout pas. Ça me fait penser à la méchante là dans la BD The Dark Knight de Batman. Ouais. C'est une nana à poil avec des swastikas sur ses seins en fait. Ouais. Non mais tu vois, c'est vraiment quand même c'est un truc des années 80 parce que maintenant des symboles comme ça tu pourrais plus les mettre dans le. Mais bon, c'était côté punk, voilà, punk rebelle à la con, blouson noir de l'époque. Bon, donc sur la planche de BD, ils ont leur swastika. Ouais. Bon, ils sont très méchants et ils mettent des petites culottes sur la tête et ils font les fiers devant les vieilles dames que ça oups. Dis-moi que tu les as défoncés. Bah attends, petit truc parce qu'en fait c'est ringard là en fait compte, c'est les guerriers ardents, les mecs ils s'enflamment tous en même temps et c'est une espèce de bande de torches comme dans les 4 fantastiques quoi et ils commencent à enflammer tout le magasin. Le petit voyou de merde hein. Bon bref, donc moi je me cache derrière un comptoir, je me transforme en The Scarlet Dude et avec mes pouvoirs psy bah j'essaie de faire il y a un système d'incendie là comme dans tous les magasins, les bâtiments et en fait j'arrive pas à le mettre en marche, ça marche pas quoi, il y a trop de la chaleur est trop haute, j'arrive pas le truc ça, donc je me dis deuxième fois que j'utilise mes pouvoirs psy ça me sert à rien. Bon bah du coup je sors derrière mon comptoir fier avec mon costume écarlate, il me rigole au nez et il m'attaque. Donc dès qu'il te touche, t'as une chance sur 2 d'être brûlé, donc c'est jamais sympa. Là, ce qui m'a sauvé, c'est que l'aventure, une fois je l'avais fait quand j'avais les pouvoirs psy, j'avais 7 en habilité. Donc je te raconte pas comme pour les combats, c'est impossible. Donc là, j'avais des bonnes caractéristiques, je m'en suis sorti. Mais les 4 guerriers écarlates, ils sont quand même assez balèzes. Hein. Guerriers ardents, pardon. Guerriers ardents. Ouais, guerriers ardents, c'est oui, parce que guerriers écarlates, c'est nous. Donc ils sont quand même 4. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps pour les battre l'un après les autres. Bon, à la fin, je les attache et on attend la police et je me rends au boulot. Et là, c'est comme toi, en fait, il me dit qu'on arrive. On a dit qu'on arrive trop tard, il nous laisse libre de notre journée, on retirera sur notre paye et puis demain il veut nous voir aux premières heures au boulot, sinon on va perdre notre poste. Donc ambiance Didi Jameson. Donc comme toi, je me rends à la foire des Doges, foire des Doges, le grand 8, odeur de saucisse et de barbe à papa, des gamins qui courent partout. C'est dégueulasse ce que tu viens de décrire, une odeur de saucisse, j'imagine une saucisse viennoise en train de cuire et de la barbe à papa juste à côté. Bah, c'est ça. Et les cachous qui sortent le caramel. Et comme toi, je me rends à la maison hantée. Donc la maison hantée, on y va un peu comme un gaillard. Bon là, on est en civil, hein, on n'est pas en super-héros. Donc ouais, couloir sombre, il y a un squelette lumineux qui apparaît, qui nous fait rire un peu jaune, qu'on a été quand même surpris. Le sol il tremble et comme toi, je tombe et je tombe sur en français c'est Basile Témorde, donc un reporter du Titan Soir. Il nous dit que les infos sur l'identité du bouffon cruel. Il cherche la clé pour trouver un indice dans une pièce où il cherche son portefeuille. Bon, moi j'ai pas eu, je sais plus quand tu l'as eu l'info là sur le bouffon cruel. Moi je l'ai pas eu. Donc du coup, je crois que je l'ai eu au début de l'aventure, mais je pense que c'était sur une autre lecture normalement. Je crois que j'ai triché sans le savoir en fait. Ah, j'ai pas organisé mes notes. Je sais, mais j'ai pas fait exprès parce que comme j'ai décidé de lire le journal, je crois que je saute l'information au début. Ouais, parce que moi je l'ai pas eu cette information. Tu peux je l'ai pas eu. Du coup bon, pas grave, je suis allé au trampoline. J'avais le choix d'aller au Palais des Glaces ou aux autotamponneuses. Et en fait, en allant au trampoline, à force de faire des sauts, je me rends compte qu'il y a une espèce d'ouverture en hauteur sur le bâtiment qui est fait. D'un saut, je rentre dedans et je tombe sur lui, le bouffon cruel, qui manipule un tableau de télécommande. Donc comme toi, en 2 coups, je l'explose. 3 coups. Je le remets à la police, je gagne 3 points de réussite et ça fait encore une personne d'arrêter, mais rien de plus. Donc je décide sortant de la foire d'aller en ville. Et là, comme toi en ville, je vais à la pizzeria et en face de moi, dans la boulangerie d'en face, il y a un millionnaire connu qui se fait enlever par la camionnette. Ah. Alors la camionnette est trace, je me dis je vais pas lui courir après, j'ai pas la force. On se rend compte là, on est en train de croiser chemin là. Ouais, je vois un mec qui hésite à courir en ministère ravis, c'est toi. Donc moi je me rends à la boulangerie, donc j'arrive en super-héros, donc je les interroge, ils savent rien, mais enfin en même temps je sonde leurs pensées. Bon, ils m'ont l'air de dire la vérité. Et au moment où je m'apprête à partir, il y a un petit garçon le commis livreur, ils appellent ça. Il me voit. Et tout de suite, il pense rendez-vous avec la mort était dans 209e rue. Oh, cool. Je lui dis, mais putain, t'as un mec de 16 ans qui vient de rentrer par derrière, qui a rien à voir, et c'est lui qui me donne l'adresse du rendez-vous avec la mort, tu vois. Bah, c'est logique, Fred. Bah oui, c'est logique. Bien sûr. Donc le mec en plus comme d'hab, tu voles ça dans son esprit, il te voit, il se barre, tu peux rien faire.
Bon, bah ce que je fais, c'est quand même la boulangerie. Je regarde autour s'il n'y a pas d'autres indices, et là je tombe sur la fameuse douille avec la lettre T en français. Et donc grâce à l'info que j'avais eue sur le trappeur, bah je me rends à l'entrepôt désaffecté. Donc moi j'ai pas la super force pour voler, mais je suis quand même passé par les toits. Oui, donc le trappeur est avec 2 de ses acolytes, avec le millionnaire qui a été enlevé, qui est attaché. Donc moi, il y a une vasistas sur le toit. Je bondis de là. En bondissant, en fait, je me débarrasse des 2 acolytes. Il y en a un qui est enfermé dans la cage, qui était prévu à notre effet, et l'autre, je sais plus, il tombe dans les escaliers où il est sonné. Ah, cool. Donc on n'a plus que le trappeur à combattre. Donc le trappeur, ouais, il est pas mal le trappeur quand même. 8-7. Du genre, tu veux dire que tu l'inviterais à dîner ou? Non, mais je veux dire, c'est un ennemi potable. Il a pas 6-7 ou 7-6. Non, ouais. Donc oui, on s'en débarrasse quand même assez facilement quand on a 12 ou 13 en habilité. Pareil que toi, je tombe sur son agenda et j'apprends qu'il manipule un chercheur, en français Roger Darmien. Et c'est marrant parce qu'en français, les noms, ils ont des références avec la France, que l'aéroport, c'est l'aéroport de Voissy, le centre de laboratoire nucléaire, c'est le centre de Taclay, au milieu de Saclay, les magasins, c'est la FLAC. Alors, ils ont fait pas mal de jeux de mots dans la version française, ouais, ça c'est marrant. Ouais, le traducteur, il s'est bien éclaté, c'est cool. Ouais, il s'est un peu éclaté sur les noms des fois. Donc voilà, j'ai cette information que si je dois rechercher Roger Damien, si je peux le rencontrer, j'enlève 40 au paragraphe et je le trouverai. Donc ça fait là, je gagne donc 3 points de réussite pour le tracker et 1 point de chance pour cette information. Là, on me propose de continuer mes courses, donc je peux aller à la FLAC, acheter des CD de musique, ou me rendre devant la vitrine d'un bijoutier. Je décide d'aller voir le bijoutier. En fait, je tombe sur Bouche d'Or, qui est un vilain, mais qui est un vilain du menu fretin, quoi, de bas étage. Donc là, je suis encore en tenue de justicier, il est trop mal à l'aise, il fait pipi dans sa culotte presque. Et comme je sais que c'est une balance, bah je le questionne un peu. Et il me dit qu'en fait l'empoisonneur il prépare une attaque sur Titan et que si j'ai besoin de le trouver, bah faut que je déduise 30 au paragraphe quand je chercherai. Donc ça me fait encore une nouvelle info et grâce à cette info je laisse filer, je gagne 1 point de chance et je pars me reposer chez moi, ce qui me fera regagner après cette soirée de repos 6 points de vie. Ouais, pas mal. Bah écoute, moi j'ai fait la même chose à la fin avec toi là, avec le Bouche d'Or. Bouche d'Or parce que bien sûr c'est un mec qui a plein de balais dents qui sont placés avec des dents en or. Moi juste un dernier truc que j'ai fait pour me délirer, j'ai juste fait le chapitre pour voir ce qui se passe si on se rend justement au disquaire. En anglais c'est juste un disquaire, c'est pas la FRAC, c'est ça en français? La FLAC. Donc je me dis bon, ça doit être sympa, il va avoir des références des livres dans le héros ou quelque chose, non? Donc en fait je trouve une foule d'attentes qui se trouve à l'extérieur, des gens qui font la file devant le magasin pour acheter le nouvel album, attention, de Michael Gixon. Ouais. Voilà, et avec son nouvel album qui vient de sortir, Chiller. Oui, bah c'est ça, c'était l'époque où c'était écrit, quoi, c'était les références. C'est ça. C'est pareil dans les guerriers ardents, dans le magasin de jeux, ils détruisent une boîte, il y a marqué Star Warg. Star Warg. En fait, il y a WA, il y a plein de R. Alors moi j'ai dit Warg, comme la vague. Ah, Warg, mais c'est ce que disent les orques. Warg. Varg, gros vague. Ouais. Mais bon, tu vois, c'est marrant, c'est que dans tous les dessins, t'as toutes ces petites références des années 80. Non, c'est sympa tous ces petits détails quand même. C'est amusant quand on fait les choses justement. Ce qui est sympa, c'est les objectifs qui ne servent pas du tout à rien. Au moins, on s'éclate en les lisant, quoi. Fred, faisons une petite pause là sur notre aventure. On se rapproche du rendez-vous avec la mort. Et ce que je te propose, c'est de trouver une musique justement de suspense, comme quoi on est en train d'investiguer et on essaye justement de trouver ce qui se passe, mais le drame est de plus en plus proche. Je te propose d'écouter un morceau du jeu Axiom Verge, donc un jeu vidéo pixel art indie, avec un morceau composé par Thomas Happ qui s'intitule donc Inexorable.
Sympa, non? C'est un peu anxiogène, mais on va y arriver. L'heure du rendez-vous, on va la trouver, y a pas de souci. On va trouver justement la MORT. Allez, on se relance. Le lendemain, tout de suite, je m'en vais au travail. Et en fait, quand je vais au travail, il y a Jonah qui me voit, qui est tout content, qui était prêt à me gueuler dessus, mais il m'engueule quand même, hein, parce que c'est Jameson. Et il me dit qu'il y a une attaque au zoo et aussi un meurtre au musée historique. Donc, 2 enquêtes à commencer. Donc, je décide de me rendre au zoo. Là, je peux discuter avec le propriétaire et apprendre. Voilà, en fait, ils me disent qu'il y a rien, il a pas trop de preuves. Et en fait, j'ai pas l'indice pour continuer l'enquête. Donc, ici, en fait, Fred, je me suis retrouvé à faire plusieurs essais. C'est un moment dans le livre, dans ma lecture, où je me suis un peu perdu parce que j'arrivais pas à trouver le dernier indice. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Et si tu veux, je te fais un peu mon best-of dans ma dernière lecture de ce qui m'est arrivé. Tu parles dans le Muséum des Antiquités égyptiennes ou en général? Ben en fait, si tu veux, voilà, il m'est arrivé plusieurs choses en fait pour cette avant-dernière journée, je crois, dernière journée dans les livres. Je te fais les détails parce que si tu veux, en lisant, je me souviens plus exactement ce que j'ai fait, mais je peux te faire un best-of quoi de tout ce que j'ai lu pour nos auditeurs aussi. Vas-y. Ok, donc la première chose que j'ai fait, voilà, on me rend au zoo, mais j'apprends qu'il y a rien. Dans une lecture précédente, j'avais sauvé une dame et ses enfants à la plage où il y avait un requin, donc c'est un indice qui m'avait servi à ce moment-là. Elle m'avait dit que son oncle travaillait au zoo, il y a une trappe secrète dans la cage des lions. Donc au zoo, je décide d'aller dans la cage des lions. Je trouve C'était au cirque. Au cirque. Et je trouve je crois que je me rendais aussi au cirque, et en fait dans la trappe il y a donc je sais pas comment il s'appelait, mais c'était un antagoniste qui avait 2 lions, donc tu dois te taper 2 lions puis lui. Il s'appelle Gris, c'est parce que c'est le cirque Gris, parce que nous en français il y a le cirque Grus, mais en anglais je sais pas comment ils l'ont appelé. Et puis ouais, il y avait ça, il y a aussi je suis allé soit au théâtre aussi pour aller voir donc le fameux couple là qui s'est engueulé de super vilains. Toi, tu connais leur nom, bien sûr. Ouais, le serpent et Lydia Chanel, je crois. J'ai fait tellement de choses, je crois que j'ai rencontré pas mal d'ennemis dans le jeu. Et c'est intéressant parce que dans ma lecture, pour réussir le livre... Et t'as pas fait le concert du pseudo Boy George, là? Non, j'ai pas fait le concert. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre en fait? Donc je suis allé au musée. Et au musée, en fait, donc, on enquête sur Amon-Ra, on enquête sur pas mal de choses, on trouve pas mal de choses intéressantes. Mais pareil, quoi, il y a aussi un ennemi là-bas auquel on peut s'attaquer. Mais une chose que j'ai fait dans ma dernière aventure, en fait, c'était d'aller voir la cérémonie du passage du nouveau président. Donc il y a des illustrations, c'est sûr, certain qu'on est en train de faire un hommage à JFK. Donc, ça, oui, ça. On sait ce qui va se passer dans ce cas-là. Hein. Donc voilà, je décide d'aller dans un diner, de discuter avec un mec qui me donne un indice aussi sur le Mr. Freeze version Rendez-vous avec la mort.
Et bien sûr, là, j'entends... j'ai fait plusieurs fois ce passage pour voir, parce que je trouvais ça intéressant, le lien avec JFK. Donc il y en a un, en fait, où on trouve un mec dans la foule qui a un flingue, on le tacle au sort, mais même en le taclant, on voit que le président a été assassiné. Et en analysant la scène, on voit qu'on n'aurait jamais pu l'éviter, car la balle venait d'une autre position. Peut-être quelqu'un sur le bâtiment. Dans une autre lecture, je vois le président qui se fait assassiner, je peux pas du tout interagir, mais on se rend compte que c'est un mec de rendez-vous avec la mort. Un mec de la mort. Comme quoi il y a un complot. Donc, quoi que l'on fasse, j'ai pas réussi justement à sauver le président, mais je crois que c'est tout le but. C'est de dramatiser et d'ajouter en fait ces petits effets, et bien sûr un hommage à JFK. Falche. Après, un petit détour, donc là pareil, j'ai fait 2 styles, j'ai un où je suis allé dans un laboratoire où il y a un homme qui s'est infusé des ondes radioactives, qui s'est agrandi le front, donc un plus grand cerveau. J'ai oublié son nom, voilà, je pouvais me battre contre lui. Une autre séquence... Cachalot ou... Non, tu peux... Le celui avec le gros cerveau qui fait la télékinésie, c'est le serveur qui est manipulé par le trappeur, là. C'est lui que j'ai rencontré alors, ouais. J'ai un autre passage après une piscine qui était congelée. Après, j'ai aussi eu un autre passage avec l'empoisonneur, donc à la centrale désaffection des eaux de la ville de Titan City, voilà, où là il fallait jouer non par la force, mais par la compréhension pour pas qu'il empoisonne l'eau. Et voilà ce que j'ai fait justement pour réussir, parce que qu'est-ce qui me manque ? Il me manque le lieu. J'ai la date et l'heure, il me manque le lieu. Donc en fait, je décide de faire un petit détour à la convention sur les avancements technologiques. Et en fait, je remarque un homme qui expose un androïde. Et si je regarde beaucoup plus près, je remarque tout de suite que c'est le professeur Fu, donc le fameux Titanic Cyborg, qui est déguisé avec une perruque. Et tout de suite, quand il voit qu'il nous a vus, il prend la fuite. Mais quand il prend la fuite, en fait, il active un cyborg, un androïde qu'il était en train d'exposer, qui est une machine de guerre, tu vois, l'androïde un peu années 30, avec les grandes pinces, tu sais, les mains en tentacules, grandes pinces. Donc je sais que je peux pas abandonner la foule à ce robot, donc tant pis, je laisse s'enfuir. Et en fait, je fais en sorte de pas abandonner les citoyens de la ville, je vais pour les sauver. Donc qu'est-ce que je fais ? Comme j'ai super force et je peux voler, je l'attrape le cyborg, je m'envole dans les cieux et puis je le lâche. Et voilà. Donc c'est cool, quoi. Le combat, il y a même pas de combat en fait, c'est juste en atterrissant, il s'éclate en 1000 morceaux. Et voilà, il se ramasse en miettes. Ah oui, et à ce moment-là, Fred aussi, je trouve un outil très crucial à l'aventure qui est un brouilleur magnétique. Coupe-circuit. Un coupe-circuit, ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très 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 important. Alors bien sûr, après, voilà, la fin de la journée. Et écoute, je te garde la finale dès que toi t'y arrives aussi. Donc raconte-moi ce qui t'est arrivé, toi, ton avant-dernière journée. Donc ça, le jour 3, donc comme toi, je vais tôt au taf, le boss est surpris de dire rien, on fait notre journée jusqu'à 17h. Pendant la journée, on a eu le temps de voir 2 nouvelles qui nous ont un peu interpellés. C'était une femme a été attaquée par un monstre dans le parc des Bogs, et un homme a été retrouvé au muséum d'histoire naturelle, la poitrine enfoncée, comme piétiné. Bon, on pense que ça a des rapports avec des animaux. On nous propose d'aller au muséum, au zoo, au cirque. Moi, je me rends au zoo, mais dès qu'il faut arriver, il y a un crime montre qui m'indique qu'il faut que je me rende tout de suite au muséum. Donc, je change d'avis et je vais au muséum. Là-bas, alors moi, le muséum, j'ai fait 4 fois les aventures. J'ai jamais trouvé ce qu'il fallait faire. Et en fait, je crois que c'est dû à un des indices que tu peux avoir au début de l'histoire. Donc, c'est encore un truc que tu loupes. Bon, bref, au muséum, tout est calme. Le conservateur nous dit qu'on fait un tour accompagné d'un gardien. On check la liste. La pièce maîtresse, c'est une espèce de grand sarcophage de la reine avec plein de rubis et de diamants et protégé par 3 gardiens. On a beau rester 1 heure, 2 heures là-bas, il se passe rien, donc je ressors. On me dit que je peux aller à la bibliothèque ou aller voir Gaston. Gaston, c'est notre pote indique. Donc je vais voir Gaston. Il est un peu surpris qu'on vienne le voir en tenue de justicier. Il a peur qu'on grisse un peu sa couverture. Mais il nous lâche quand même une info sur le trappeur qui manipule le chercheur en nucléaire là, que celui-ci il est assujetti à une suggestion post-hypnotique et qu'en fait il ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc ça fait 2 fois que j'ai cette information là sur le chercheur qui est manipulé par le trappeur qu'on a arrêté. Donc je gagne 1 point de chance et pour moi la journée se termine là et je gagne 6 points de vie. Et après, le matin, par contre, je me lève. Et là, il y a ma Crimonde qui sonne pour me dire qu'au laboratoire d'études nucléaires, le fameux laboratoire où travaillait ce chercheur manipulé, il y a quelque chose qui va pas. Donc, je me rends au laboratoire, donc le laboratoire de Taclay en français. Là-bas, c'est la panique. Hein. Pareil, là-bas, ils faisaient des expériences sur les animaux pour mesurer les effets de la radioactivité.
de la radioactivité, pardon. Donc selon leurs premiers essais, les chiens ils pouvaient parler, les singes ils utilisaient les ordinateurs. On y croit. On y croit fort, et en fait là le fameux Roger Damien, lui il a décidé de s'exposer volontairement aux radiations nucléaires, et en fait il a un cerveau qui a triplé de taille, et maintenant il développe la télékinésie. Et puis en plus le problème c'est que ça l'a rendu violent et patibulaire, donc le mec en gros ça représente un danger, surtout que là où il est, il suffirait qu'il fasse se fracasser 2-3 trucs ensemble et l'usine elle explose, donc ce serait pas bien. Donc là je me sers de mon indice qu'on m'avait donné si un jour je cherchais, qu'il fallait ajouter 40 au paragraphe, je crois. Oui, il faut retrancher 40 au paragraphe, sinon on nous proposait d'aller voir au réacteur nucléaire ou je sais plus où, et en fait ce fameux chercheur il est en hauteur dans la tour d'observatoire, comme il aimait bien observer des oiseaux, comme tu disais. Donc là il y a même pas de combat, on arrive, il est en train de regarder les oiseaux, un petit coup dans la nuque, il tombe inconscient, c'est fini. Bravo. Et là c'est quand ça se passe comme ça, c'est bien. Et en cadeau, l'Institut nous met un prototype qu'ils ont mis au point qui s'appelle un coupe-circuit. Parce qu'ils savent qu'on a souvent affaire à des robots. Moi, pour l'instant, j'en ai pas vu, mais c'est pas grave. Donc, j'ai un coupe-circuit qui a été donné par l'Institut de recherche nucléaire. Donc, on l'a tous les deux. Peut-être que ça va nous servir. Peut-être. Donc, je sors du laboratoire nucléaire, je retourne dans la rue, et là, je vois en fait un groupe qui est attroupé dans une vitrine devant un poste de télé. Et là, je vois le portrait de l'empoisonneur. On me dit l'empoisonneur a été libéré. On me dit de me rendre au poste de police le plus rapidement possible. Et à ce moment-là, il y a aussi la crimonde qui sonne pour me dire qu'il y a un événement à la piscine de Brazza. Je continue d'aller au poste de police parce que l'empoisonneur, ça a l'air plus sérieux. Et en fait, j'apprends qu'il a menacé les autorités, il a menacé d'empoisonner toute la ville, et qu'en fait, les médias sont au courant. Donc c'est pour ça qu'il y a un début de panique. Et on nous dit même qu'il y a certains habitants qui ont trouvé du poison dans le lait. Donc on me propose d'aller à la laiterie ou à la pharmacie, mais moi j'avais des informations sur l'empoisonneur. Je sais qu'il faut que je retranche 30 au paragraphe si je veux le trouver. Ça c'était le sourire d'or là qui m'avait dit ça, là, je sais plus comment ça s'appelle là. L'indique, la balance. Oui, c'est celui qui a plus de dents, qui s'est fait changer en or là. Ah oui. C'est lui qui m'a dit ça. Bouche d'or. Bon, Bouche d'or, c'est ça. Donc comme toi, j'arrive à la station d'épuration de l'eau. L'employé les bâillonné, il me dit que l'empoisonneur est dans la salle suivante. Quand j'arrive, donc l'empoisonneur c'est une espèce de savant fou avec les cheveux hirsutes et des lunettes, mais taillé comme un Golgoth. Je vois qu'il allait verser le poison dans le système d'épuration d'eau. Donc il me fait la menace de le continuer à le faire. Moi avec mes pouvoirs psy, en fin de compte, je l'oblige à boire son propre poison. Oh la vache. Je rigole pas moi. Alors là, il commence à devenir tout gentil, il me dit épargne-moi, arrête. Il me dit juste que moi je le cuisine sur le rendez-vous, parce que pour l'instant j'ai que l'avenue et la rue. C'est déjà pas mal, tu me diras. Il me dit juste que lui il est pas convié, mais qu'un homme qui porte une monture en or le sait. Flashback. L'attroupement dans la rue pour le chien qui faisait caca. Le mec il avait la montre en or, il avait pensé à une boutique de prêteurs sur gage. Je me dis tiens. Bon, ça a l'air de matcher, c'est déjà pas mal. Il me donne aussi d'autres informations, c'est que Belzébul s'apprête à attaquer le zoo. Voilà. Ça, j'apprends ça sur un morceau de papier. Donc cette information-là, sera pas forcément très importante. Donc là, au prochain, on m'indique que je pourrais obtenir de l'aide à la base militaire ou soit me rendre à la piscine. Comme la piscine c'était une alerte crime montre, je m'y rends toutefois. Et là je me rends compte que la piscine elle est gelée, qu'il y a 2 femmes qui sont encore prisonnières de la glace et qui sont en train de s'affaiblir à cause de la baisse de la température. Une piscine gelée comme ça instantanément c'est bizarre. Je pense que c'est la reine froide qui a fait ça, mais j'utilise mon indice et malheureusement ça ne marche pas. Alors je sais pas ce qui s'est passé dans cette version-là. Bon bref. Donc par un effort de volonté importante, j'utilise mes pouvoirs psy et je fais fondre la glace autour des 2 femmes. Et on me précise bien que c'est tellement un effort violent qu'au lieu de me faire perdre 2 points d'endurance pour réaliser cet exploit, ça m'en fait perdre 4. Là, avec la somme des combats, la somme des tests de psy fait, je suis pas trop en forme non plus pour la fin de l'aventure. Bon, je gagne 2 points de réussite pour les avoir libérés. Donc j'avais un indice sur la reine froide, c'était le premier indice que j'avais eu dans l'aventure. Si j'avais connaissance de ses activités, je pouvais retrancher 20 au paragraphe et ça ne m'a pas mené à elle. Donc là, j'ai pas trop compris, ce n'est pas grave. Du coup, on me dit d'aller à la base.
Donc je me rends à la base militaire. Là-bas, on échange des infos avec le colonel parce qu'on sait que c'est bientôt le rendez-vous qui est prévu de l'organisation. Donc on essaie de mettre nos connaissances en commun pour avoir la solution. Là, on apprend rapidement qu'en fait, il y a des hélicos qui survolent la base. Donc on sort à l'extérieur. En fait, on se rend compte que c'est un raid armé. Il y a 20 hélicoptères de la mort qui fondent sur la base militaire avec plein d'armes et tout ça. Malgré la riposte des militaires, ils arrivent à se poser. Quand ils se posent, on se rend compte qu'à la tête de cet assaut, il y a le Céphalo, qui est un redoutable membre de la mort, qui est une espèce de super vilain avec une grande intelligence qu'il a mis au service du mal. Et donc, en fait, c'est une espèce de psycheur comme moi. Et à ce moment où il arrive, on nous dit, la crime monte, elle sonne, et nous dit alerte à la mairie. Alors là, on a deux choix. Est-ce qu'on sait très bien qu'en fait, là, on a besoin de l'aide des militaires pour contenir l'assaut et qu'on doit se présenter en mano à mano face au Céphalo, sinon on a aucune chance. Ou bien on décide de partir en pensant que l'armée va l'arrêter toutefois. Moi, j'ai décidé de privilégier la crime montre et je me suis rendu à la mairie. J'ai fait la même chose. Moi, j'ai décidé de pas aider justement l'armée. Bon, vu que c'était l'armée, nous on a des choses beaucoup plus pressantes. Ouais. Alors, pour être vraiment franc, j'y suis allé voir la phase où tu combats. Et en fait, c'est un cul-de-sac, t'es obligé de perdre. T'es obligé de perdre contre lui. En fait, même comme vous êtes tous les deux des pouvoirs psy, que lui il est plus en forme que toi, parce que t'as une meilleure journée. En fait, il prend le pouvoir sur toi, il fait de toi son esclave. Donc c'est super fin. Donc en fait, c'est en tant que psycheur, je sais pas pour les autres super pouvoirs, mais en tant que psycheur, c'est une fin, c'est une mort annoncée, ce paragraphe-là. Alors c'est là qu'on a envie de râler parce que on en reparlera plus tard, c'est pas grave. En tant que super-héros, des fois, si tu veux vraiment jouer ton rôle, il y a des choses que tu ferais et tu te rends compte que en fait, dans leur bouquin, dans le bouquin de Steve Jackson, tous ces moments-là, ils t'emmènent dans des cul-de-sac et qu'en fait, c'est les trucs what the fuck qui n'ont rien à voir qui te donnent les informations les plus importantes. Moi, je vais refaire le récapitulatif de comment j'ai eu les infos importantes. En fait, tu rigoles. Bon, bref. Donc, j'arrive. Qui court dans la boulangerie et qui, bien sûr, connaît oui, bien sûr, le gamin, il connaît l'adresse. Bon bref, donc je me rends à la mairie, donc j'évite une mort certaine, et en arrivant à la mairie, on me dit fausse alerte. What the fuck. Là, la journée a été longue, parce que du coup, j'ai fait la base militaire, j'ai fait la piscine, j'ai fait la station d'épuration, j'ai fait le commissariat de police, j'ai fait le laboratoire, j'ai fait le muséum, je suis vidé, Donc, je rentre chez moi, je regarde 6 points d'endurance, et le lendemain, on se réveille, et on nous dit, aujourd'hui, c'est la réunion. Boum. Badaboum. C'est parti alors, on attaque la dernière phase du livre. C'est parti. Ok, c'est parti, Fred. Écoute, de mon côté, qu'est-ce qui s'est passé? Allez. Donc, j'ai récupéré, il me semble aussi, le lieu. Le lieu de rendez-vous, si je me souviens, c'était... c'était quand je me suis attaqué avec l'Android et tout, j'ai réussi à avoir justement le lieu qui est l'aéroport en fait, l'aéroport Parker en anglais. Et voilà, j'ai aussi le court-circuiteur, donc j'ai tous les indices qu'il me faut normalement pour réussir. Donc je décide le dernier jour de me rendre directement à l'aéroport, et là il y a 3 hangars qui sont face à nous. Donc chaque hangar a un nom propre, mais on nous dit aussi on nous explique ce qui est dans chaque hangar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit dans le hangar Xavier que c'est le hangar en fait des jets privés. Donc je me dis, ça c'est intéressant, rendez-vous avec la mort, s'il y a une réunion, peut-être qu'ils sont tous en jet privé, donc je décide de me rendre à ce premier hangar. J'utilise toutes mes preuves, ce qui me donne le paragraphe, Fred, je regarde mes notes, ceux qui veulent tricher dans le livre. Je crois que c'est donc 394 plus 9 plus 27 égale donc 430. Donc voilà, c'est au paragraphe 430 que se déroule la fin. Vous voyez en fait, il y a un jet qui est en train de décoller. Donc qu'est-ce que je fais? Comme j'ai une super force, je décide de prendre un porte-bagages qui est à proximité et de lancer le porte-bagages dans le moteur du jet. Donc ce que j'arrive à faire, c'est qu'il ne crache pas le jet, mais endommage le moteur pour le retarder. Ce que j'arrive donc à le rejoindre avec ma super vitesse et mon vol. Je me rends dans l'avion, et là je vois justement le Titanium Cyborg avec toute sa réunion, la James Bond, comme tu dis, autour d'une table ronde dans le jet. Le cyborg qui se la pète, il fait genre que je suis un minable, rien du tout de super-héros, que la réunion va reprendre dans quelques instants, il se lève pour m'attaquer. Alors dans une des versions que j'avais lues, j'avais pas donc le court-circuiteur, et en effet il avait bien raison de se la péter parce que j'ai fait aucun dégât, je m'en suis pris plein la gueule.
ce qu'il active en fait son pouvoir, qui lui donne des ondes électriques dans ses gants et une super force. Donc il encaisse quasiment que dalle. Et donc voilà, il me met au sol et puis il reprend sa réunion, et ce qui est donc l'échec du livre. Mais là, j'ai bien le brouilleur, je l'active dès le début, ce qui lui fait des dégâts et l'affaiblit énormément. Donc ça dérègle ses capacités. Et donc j'arrive à m'attaquer au cyborg. Donc je lui mets juste pas mal de patates. Au bout d'un moment, il s'écroule au sol. Et puis tout son syndicat, ces hommes d'affaires mégalo-méchants, voilà, se calment et ont peur et se rendent tout de suite. L'avion atterrit, on se rend en ville, on envoie le cyborg Titanium à la police. Voilà, il est frustré. Il en fait, classique comme un film américain. Il dévoile son plan. Voilà, son plan, c'était de contrôler, je crois, les ordinateurs de la ville, les centrales électriques. Il contrôle tous les satellites et tous les lance-missiles mondiaux, et il s'apprêtait à déclencher une guerre nucléaire, en fait. Et puis la première cible, ça aurait été notre bonne ville de Titan. Voilà. Donc, bien sûr, le gouvernement apprend ça, change les mots de passe et fait en sorte de mieux protéger le serveur. La ville nous attend au retour de l'aéroport, donc la grande foule, ils nous félicitent tous de notre réussite, et puis voilà, nous regagnons notre domicile, tout va bien, la journée se termine. Et c'est la fin de l'aventure pour moi, Fred. Ouais. Et une petite fin un peu décevante de mon côté, je m'attendais à un peu plus de raisonnement, mais bon, c'est comme ça. Raconte-moi toi. Ouais, juste parler de mon cheminement, après on parlera. Donc voilà, on est le 4e jour, on sait qu'aujourd'hui il y a le rendez-vous, donc moi je me rends en centre-ville, parce que je sais que comme information j'ai la 5e avenue, j'ai comme information la rue 209. Donc on me dit déjà avec l'avenue de multiplier par 10, qui m'amène au paragraphe 50. Paragraphe 50, on me dit de trouver le bon carrefour en additionnant le long de la rue et de l'avenue, donc ça fait 214. Donc là j'aperçois 2 bâtiments, une pharmacie je crois, ou une boutique de prêteurs sur gage. Forcément je vais au prêteur sur gage. Je rentre en Scarlet Dude, et le mec il en peut plus quoi. Je lui fais tellement nerveux qu'il s'évanouit tout seul. Et avant qu'il s'évanouisse, il pensait à une trappe secrète qui était dans son magasin. Il voulait pas que je la découvre, donc forcément je la recherche et je la découvre. Donc derrière j'entends des voix, donc je tombe effectivement sur la réunion de la mort avec 6 de ses membres autour de Titanic Cyborg. Donc ouais, réunion à la James Bond quoi. Les autres, il faut plus hommes d'affaires que super vilains. Avec tous les super vilains qu'on a croisés, il les a pas invités, il a invité juste des hommes d'affaires. Donc c'est pareil, moi j'avais le coupe-circuit qui m'avait donné les chercheurs, heureusement, parce que sinon on va peut-être donner ses caractéristiques, sachant que nous, en maximum en habilité, on peut avoir 13 avec la super force. Il avait des caractéristiques de 18 et 20, c'est-à-dire 18 en habilité et 20 en endurance. Donc à mon avis, ça fait 5 de différence. Tu dois te faire exploser contre lui. Donc grâce au coupe-circuit, ça redevient un humain, un adversaire coriace, mais un humain quand même. Là, il tourne à 9 et 10. Donc divisé par 2, quoi. Il est 2 fois moins fort. Il est précisé que si on le bat, les autres ils feront rien, parce qu'ils sont tellement sidérés de la façon dont on a arrêté ses pouvoirs avec le bloc-circuit. Ils assistent sidérés au combat. Donc leur chef, avec des caractéristiques divisées par 2, on en vient à bout assez facilement, quand on a 12 ou 13 en habilité, comme ce fut le cas pour moi avec Xav. Et donc voilà, il nous révèle son plan avec la ville de Titan qu'il veut de la carte. On récupère 10 points de réussite pour l'arrestation de Titanic Cyborg. Ouais. Et donc là, c'était le chapitre 440, donc le dernier du livre. Et je fais un gros oups, et c'est là qu'arrivent tous les indices qu'on doit choisir avant le début de l'histoire en fonction des pouvoirs. Ce qui est assez comique. Et donc moi, je me suis amusé à regarder comme ce qu'il me proposait à moi en tant que pouvoir psy. En fait, j'en avais un d'office qui était que le chat tigre peut se transformer en petit chaton. Ouais. Donc sinon, j'avais l'adresse d'un protagoniste, celui qui tue le premier personne dans le parc. J'aurais pu l'arrêter directement. On apprend aussi, alors ça c'est un ennemi que ni toi ni moi n'en avons vu, et je l'ai fait 4 fois l'aventure, j'ai jamais trouvé, ça s'appelle le Cortex. Le Cortex, c'est un adolescent qui vient de se transformer en super vilain, et si on veut le trouver, il est à la 100e rue. Et un dernier indice pour moi qui me proposait en tant que psy, c'était l'identité civique de plusieurs grands vilains, où des fois on connaît leur nom, ça nous permet de les trouver. Ouais, donc voilà, donc mettre ça à la fin, pour le coup j'ai tout loupé. Et donc ce qu'on se rend compte déjà, Xavier, c'est que 2 super pouvoirs différents, 2 fins différentes et des indices différents. En effet, et je sais que j'ai fait des tests, j'ai lu le livre juste pour savoir comment ça se passe si on prend par exemple le pouvoir de rayon blast là, comment t'avais dit toi ? Souffle ardent. Ouais, souffle ardent, le souffle d'énergie.
Apparemment aussi, le meeting se passe pas dans un jet privé, mais se passe à bord d'un sous-marin. Ouais. Donc, pour être franc, moi j'ai fait Psy, Ami, Super Force, Psy. Et je pensais qu'avec le Super Force j'allais réussir, mais j'avais pas l'heure du rendez-vous. Et ouais, donc en fait c'est ça, c'est que bon, sur les solus, du coup j'ai regardé un peu comment venaient les vrais indices, et c'est un peu frustrant, quoi. Et je crois qu'aussi si on le joue avec les nanomachines, le rendez-vous ça se passe dans une lavomatique. Ouais, de chinois, oui, c'est vrai. Ouais. Pour chaque aventure, il y a sa fin différente. Ouais. Ils disent en anglais, voilà, Chinese Laundry, donc lavage chinois, qui ça doit se passer au sous-sol ou un truc comme ça. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une belle écriture sur le côté des choix en fait. Bah écoute Fred, voilà, c'est la fin de l'aventure pour nous deux. Justement, continuons notre conversation sur notre critique. Qu'est-ce qu'on en pense ? Bah, comme tu disais, il y a un respect un peu pour l'écriture, d'avoir pu caser en 440 paragraphes, c'est vraiment ces différents pouvoirs, ces différentes fins, les indices qui te permettent de trouver la fin en fonction de ton pouvoir. Mais moi, en tant que joueur, je trouve ça frustrant parce que, en fin de compte, les indices importants, ils interviennent un peu au hasard, à la loterie. Donc j'ai de recommencer plusieurs fois l'histoire, pratiquement, je pense que c'est obligatoire de recommencer plusieurs fois l'histoire. Et oui, il y a un côté frustrant parce que tu tapes le 3/4 du bouquin pour te dire, bah en fin de compte, non, t'as été une grosse merde et t'as pas trouvé les indices, donc du coup maintenant tu prends le chapitre final où on te dit qu'en gros t'es dans un taxi et dans une minute la ville va exploser. Tu le dis une fois, ça va, 2 fois, ça va, 3 fois, quand ça va avoir marre, 4e fois, et ouais, la 4e fois, bah tu sors la soluce, hein, c'est pas bien. Mais parce qu'on voulait en parler, mais ouais, c'est ce côté où, moi, pour récapituler, donc moi l'information, je l'ai eu par le mec dans la rue pour le première scène où je lis dans ses pensées, alors que c'est une histoire de crotte d'un chien. Le deuxième, c'est un ennemi qui est en chaton. On te propose d'amener un refuge, donc la plupart du temps tu vas pas le faire, surtout qu'à côté il y a un mec qui agresse une vieille. Et le troisième, c'est que j'enquête sur un truc que je peux rien faire, et c'est un gamin qui a rien à voir qui me révèle le truc. Donc ouais, je trouve pas ça. Je trouve que c'est pas pervers, parce que c'est pas pervers, mais en fait les indices importants, ils auraient dû les mettre dans les péripéties importantes et pas les mettre dans les péripéties adjacentes où en fait tu vas pas y aller spontanément, parce que en tant que super-héros, bah toi t'as envie plutôt de faire les trucs les plus flamboyants, courir après la camionnette, des choses comme ça. Et là en fait on t'oblige presque à faire l'autre chose pour arriver au bout de l'histoire, parce qu'en fait quand tu fais ça, tu vas avoir beaucoup de points de réussite, tu vas arrêter beaucoup de vilains, mais tu n'auras pas l'information sur le rendez-vous avec la mort. Et c'est ça que je reproche, c'est-à-dire ou bien tu réusssis tes missions, t'arrêtes tous les vilains, t'as beaucoup de points de réussite, c'est bien, ou bien tu joues moins le super-héros, tu essaies un peu de rentrer dans les mécanismes de jeu de Steve Jackson, et en fait tu fais tous les trucs à côté un peu bizarres et qui t'emmènent qui te donnent la réponse. Donc moi, pour l'avoir fait avec différents pouvoirs, des fois en regardant un peu les chapitres, en prenant des notes, je commençais à me dire mais c'est pas possible, et je pensais même qu'avec certains pouvoirs on pouvait pas arriver à la fin en fait. Donc oui, à ce côté-là, en tant que je me suis moins marré sur celui-ci que sur on me parlait en off, que sur la voix du tigre. Il y a pas photo, hein. Écoute, je partage un peu les mêmes pensées que toi, le même point de vue. En effet, moi j'aime beaucoup l'écriture de Steve Jackson, mais je peux te dire que celle-ci, c'est pas qu'elle m'a déçu, hein, je la trouve fantastique, l'aventure, c'est vraiment sympa, il s'adapte, c'est un énorme hommage qu'il fait, et même, nous plonger dans l'univers des comics américains, surtout. On sent vraiment l'ambiance, les détails, comment la narration est construite, mais c'est plus d'un point de vue de jouabilité en fait. C'est le fait de comment réussir à obtenir les preuves et de réussir la mission. Donc comme on dit bien sûr, le but c'est pas la destination. Enfin, ce qui compte c'est pas la destination, c'est le chemin qu'on a traversé. Donc en effet, le chemin était vraiment chouette, il y a une belle aventure, c'est vraiment très amusant, et mon Dieu, sur plusieurs lectures, j'ai rencontré tellement d'ennemis que dans ma lecture finale, pour en faire réussir le livre, j'ai quasiment rien vu. Donc en effet, il y a un énorme univers, très très grandiose, beaucoup d'antagonistes. Il y a même un homme pierre que j'ai rencontré à la librairie publique, que j'ai pas décidé de le battre, parce que voilà, c'était un homme pierre qui venait d'une autre galaxie, tu vois, il y a tout un univers étendu, c'est vraiment vraiment chouette, on se balade en ville, on sent bien en fait qui on est, cet homme qui se cache en tant que journaliste avec un patron hargneux. Tu sais, il y a des constructions de monde et c'est chouette. Mais en effet,
encore une fois, quoi, c'est pour réussir le livre, c'est vraiment difficile. Et moi, ça me fait penser, tu vois, ce livre, en difficulté, je le classe pas aussi loin, mais un peu du même niveau d'un autre livre dont vous êtes le héros, écrit par Ian Livingstone, qui est donc La sorcière des neiges, où c'est vraiment, si on prend pas les bons choix et les bonnes décisions, on court à l'échec. Contrairement, je pense, n'empêche, à La sorcière des neiges, c'est que certains choix sont peut-être à la fin on se dit un peu logiques ou beaucoup plus voilà, on sent qu'on prend cette décision là parce que ça nous semble beaucoup plus responsable à l'action qu'on est en train d'obtenir, pendant que dans ce livre en effet comme tu l'as détaillé, il y a beaucoup de choses qui arrivent au hasard, qu'on peut pas du tout prévoir et aucun indice justement qui nous suggère plutôt d'enquêter là parce que voilà, on risque d'avoir un détail assez important. Donc en effet, il y a un peu de frustration qui se crée au fur et à mesure. Moi, je peux te dire, au bout d'un moment, j'ai arrêté de le livre parce que je me dis bon, ça gâche. Ça fait 4 fois que je le lis. Je vais faire une pause parce que je sens qu'au bout d'un moment, je le lis en accéléré. Tu vois, je suis en train de lire les paragraphes vite fait et je me dis bon, c'est pas l'expérience qu'on doit avoir quand on lit un livre dont vous êtes le héros. On doit vraiment s'amuser et de prendre notre temps de le lire. Donc j'ai mis le livre de côté, j'ai laissé une journée passer, puis je me suis recollé dessus et voilà, je redécouvre encore le charme. Mais c'est vrai que voilà, c'était un volume assez spécial et je suis pas fan en fait de la façon dont on trouve les indices. Mais encore une fois, voilà, c'est un très beau livre, un très beau travail de Steve Jackson. Dommage qu'il n'ait pas fait une version facile pour le livre en fait. Mais ouais, vraiment excellent. Donc si vous voulez vivre une aventure et voilà, vous voulez une version, si on pouvait classer les livres dont vous êtes le héros par difficulté, moi je dirais que celui-ci c'est un très difficile. Parce que voilà, c'est quand même assez chaud et il faut avoir beaucoup de chance pour réussir l'aventure du premier coup quand on connaît pas les livres. Je pense que c'est impossible. C'est on est d'accord, ouais, c'est bien dit, c'est vraiment impossible. Ouais. Oui, parce qu'en fait tous les choix, parce que par exemple, je reviens dessus, mais le choix du chaton ou le mec qui agresse la vieille là. Tu dis le chaton c'est une grosse connerie, ils veulent pas que et c'est toujours comme ça en fait, c'est comme le bain de foule ou partir pour être tranquille, en fait tous les choix qui te paraissent les plus logiques ou courir après, parce que là quand tu cours après la camionnette là, je sais pas si tu l'as fait ça pour le faire, pour te marrer, tu peux le faire que si t'as la super force. De toute façon tu meurs à cet endroit-là, tu meurs à cet endroit. Ouais, moi oui parce qu'en fait il ouvre la camionnette, il y a un énorme laser géant. Oui, en fait, tu meurs. Quand tu vas voir ta grand-mère, là, si tu passes pas par le cimetière, que tu te bats contre les mecs, tu perds ton identité, l'aventure est finie. Ah oui, c'est vrai, ouais. Il y a une fois dans un supermarché, si t'interviens pour un gamin qui fait un vol, le truc, il sort un flingue, il te tire à bout portant. Les façons de mourir de façon code dans celui-ci, elles sont multiples. Et l'aventure en elle-même est très frustrante parce que t'as beau à enchaîner les arrestations, si t'as pas, selon tes pouvoirs, les 1 ou 3, ça va de 2 à 4 infos qu'il te faut pour trouver. Ben, en fait, t'as fait tout ça pour rien. Et pour trouver ces informations-là, je suis désolé, mais c'est pas logique. Non, on est d'accord. C'est vraiment c'est un challenge, quoi. Hein. Enfin, même pas un challenge. C'est vraiment, il faut penser autrement. Il faut, si vous vous lancez dans cette aventure, je crois qu'avec Fred, le conseil qu'on a à vous dire, c'est n'allez pas à ce qui vous semble logique. Ouais, allez là où la crie monte et sonne, vous pas y aller, ça sert à rien. 2 fois c'est des fausses, 2 fois c'est des fausses indications, ou ça vous aidera pas, ça sera juste pour arrêter des criminels de seconde zone. Bon après, et surtout ne pas oublier les indices qu'on a le droit dès le départ, qui nous permet de faire 2-3 trucs en plus si on les a. Mais ça c'est ouais. Bon après je pense que là c'est la VF qui est mal faite, mais moi j'avais vraiment pas compris ça. Fallait à la fin pour trouver ces trucs là. Enfin voilà, donc écoute, moi je le recommande quand même, c'est sympa, mais juste voilà, je pense que ça vaut le coup de prévenir à l'avance. Voilà, comme on est en train d'expliquer, attention, ça peut frustrer quoi, et si vous y attendez pas. Donc pensez à vous amuser, ne pensez pas à ce qui vous semble logique. Et comme on disait en début d'émission, c'est moi qui avait insisté pour faire celui-ci parce qu'il y avait un côté nostalgique où moi je l'avais fait quand j'étais petit, donc je sais plus, j'avais entre 9 et 11 ans, et je me souviens, ce livre-là, il m'a dégoûté des livres dont vous êtes le héros. Hein. Ouais, après. Ouais. Celui-ci, j'en ai plus refait. Et je crois que c'est important ce que tu dis, Fred, c'est surtout le dernier livre à conseiller à ceux qui veulent commencer le genre des livres dont vous êtes le héros. C'est pour ceux qui veulent changer de fantasy comme nous et qui veulent faire un peu de super-héros s'ils sont fans. Ouais. Avec une difficulté ardue en fait. Bah en fait les combats sont pas si durs, c'est pas les combats où c'est juste que pour avoir la solution finale, faut prendre des chemins de traverse qui lui paraissent pas. Et déjà il faut qu'on arrive à ces chemins-là parce parce qu'il faut arriver par-ci par-là et choisir certains bons choix et avoir le bon pouvoir pour obtenir les indices.
Sinon, ouais, vous passez par-dessus et puis vous arrivez à la fin du livre où il se passe rien. Moi, là, ma première lecture, j'avais trouvé qu'un seul indice tout au début et puis j'ai continué l'aventure. Voilà, tout le long de l'aventure, j'ai rien trouvé. Il y avait pas un moment où le livre me dit ça sert à rien de continuer à lire, quoi, tu vas pas réussir. Ouais, oui. Et je sais pas si t'as fait il y a un moment où tu peux aller dans une rame de métro et poursuivre un voleur en étant pas en justicier. Je sais pas si tu l'as fait cette scène-là. Oui, moi, c'est un pickpocket en fait. Tu peux choisir soit de rester assis ou d'aider le. Ouais. Et en fait, bon, si tu le bats à la régulière, c'est-à-dire même pas en super héros, tu peux récupérer 3 indices avec lui, un bout de papier, un paquet de cigarettes ou une cassette audio. Donc les 3 c'est des traquenards en fait, ça te donne des faux indices qui ne te servent à rien parce que moi je les ai fait sur je suis tombé sur ces traquenards dans toutes mes aventures avec des pouvoirs différents et à la fin ça ne te sert à rien. Donc il y a aussi des trucs tu te dis mais merde. Bon, ouais. Pourquoi te faire ouais, c'est vrai, chaque indice veut dire quelque chose mais en fin de compte ça veut rien dire. Enfin voilà, ouais. Bah écoute Fred, voilà, c'est notre résumé de Rendez-vous avec la mort, un vrai challenge, mais je crois qu'il est temps pour nous de passer, de retourner sur une autre saga, d'autres livres, et puis de rejoindre, d'avoir Ludo nous rejoindre aussi sur le podcast. On sera un petit JDR. Un JDR, et puis bien sûr notre prochain épisode sera donc un interview. On n'a pas le droit de dire l'invité, donc j'ai failli le dire, donc je ne le dirai pas. Pourquoi pas, on a le droit de le dire vu qu'il a travaillé sur l'adaptation numérique. Oui, ce que j'ai vu en début d'émission. J'ai fait tilt. Tilt, voilà. Écoutez, notre invité, que j'ai pu interviewer, est donc Neil Ranson. Neil Ranson est donc le directeur artistique du studio Tillman Games, donc le fameux studio qui est en train d'adapter une énorme quantité des Défis Fantastiques et même qui a adapté toute la saga des Loups Ardents en application numérique. Donc la meilleure façon justement de garder à tout jamais les livres dont vous êtes le héros. Donc voilà, ce fut un interview qui a été vraiment intéressant et qui était aussi intéressant sur la façon dont on l'a fait parce que Neil habite donc en Australie. Donc je te raconte pas pour le fuseau horaire, c'est même pas une question de quelques heures dans la journée, c'est une question de même appeler quelqu'un dans le futur le lendemain. Donc c'était vraiment cool comme interview. On s'est même gouré à cause de ça, justement. J'avais pas calculé que l'heure qu'il me donnait était l'heure de la journée d'après. Ouais. Donc c'est assez intéressant. On s'est bien marré tous les deux. On a eu le même souci. Et puis voilà, ce fut un excellent interview. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec Fred, on a donc traduit l'interview. Et donc voilà, ça sera notre prochain épisode. Fred, sur ce, avant de se... Pardon, vas-y si tu veux dire quelque chose. Non, je dis juste que ça sera un épisode à la russe et aujourd'hui on a battu un ennemi russe, donc c'est la continuité. C'est ça, en effet. Donc pour ceux qui ne savent pas en fait ce qu'on veut dire par doublage russe, si vous voyez les films polonais ou russes, souvent ce qu'ils font c'est ils baissent l'audio principal du film et bien sûr ils doublent par-dessus comme si c'était en temps réel. Fred, sur ce, je voulais faire juste une petite suggestion à la fin avant qu'on se quitte du podcast. C'était, on aime bien parler jeux vidéo. Surtout RPG ou jeux d'aventure, parce que ça se mélange bien à l'univers des livres dont vous êtes le héros. Je voulais qu'on fasse une recommandation chacun d'un jeu à jouer ces temps-ci qui était vraiment cool. Moi, c'était Hyper Light Drifter, qui vient de sortir sur Steam. Et pour dire rapidement qu'est-ce que c'est un jeu de plateforme hack and slash. Et pour vous raconter un peu ce que c'est l'univers, si c'est imaginez un peu du studio Ghibli, donc Nausicaa et la Vallée du Vent. Et si ce manga justement avait fusionné avec du pixel art et les néons violets rouges des années 80. C'est un excellent jeu de plateforme avec une magnifique bande originale. Donc voilà, ça serait ma suggestion. Et toi, Fred ? Alors moi je sais pas, c'est un truc qui m'avait fait marrer, j'y repense, ça s'appelle First Person Lover. Donc en fait c'est un FPS, mais au mieux de tuer les gens, faut spread the love, et en fait faut tirer avec des boules de couleur sur les ennemis, puis se mettre à danser, à être heureux, et voilà, donc ça me fait marrer parce que c'était un FPS à l'envers en fait. Sympa. Spread the love, baby, spread the love. c'est dans parce le que jeu. j'ai vu un YouTuber y jouer, il était complètement frappadingue avec ce jeu, donc ça m'a fait rire. Excellent. Enfin voilà, et écoutez, sur ce Fred, on se quitte sur un morceau de musique comme d'habitude. Comme d'hab, ouais. Allez, on se quitte cette fois sur un morceau composé par John Carpenter de son deuxième album solo, intitulé juste 2, numéro 2. Et le morceau s'intitule Virtual Survivor, ce qui s'applique très bien à notre cas, non ? Exactement, et là on a un peu explosé les compteurs pour cette émission. Ouais, c'est vrai, de plus en plus. Mais voilà, ce fut un plaisir. Fred, sur ce, je te dis à très bientôt. À bientôt, ouais. Et puis bonne journée et bonne soirée à nos auditeurs, et à un prochain podcast.
Ouais, et ce soir, c'est la finale de l'Euro 2012. L'Euro 2016. Et tu vois, là, tu viens de dater le podcast, et maintenant, on saura qu'il est de cette époque-là. Voilà, on est placé dans le timeline, vous savez exactement quand est-ce qu'on a enregistré le podcast. Allez les Bleus. Allez, c'est parti. Salut Fred, salut tout le monde. Ciao.